avec votre ordinateur grâce à nos amis de Wizambly. Alors par SMS, c'est tout simple. Vous allez envoyer MEDEF1, ou MEDEF1 tout attaché, suivi d'un espace et de votre message au 31 035. Alors ça va s'afficher, ça s'affiche d'ailleurs. Merci à nos amis en régie pour l'information. Et vous allez donc pouvoir poser vos questions au gré de cette table ronde. Et ensuite, nos invités y répondront, autant que faire se peut, puisqu'on a pris un petit peu de retard. Mais en tout cas, on essaiera de répondre avec eux au maximum de questions que vous poserez. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire aussi par web. Vous tapez pour l'adresse a2p.wizambly.com et vous entrez le mot-clé MEDEF1. Vous pouvez aussi tweeter, je sais qu'il y a des tweeteuses, nos amis d'ADP qui sont là, un tweet avec le hashtag de l'événement MEDEF1, évidemment. Voilà. Donc dans quelques secondes, tous nos invités sont là et je crois il y a un peu d'effervescence à l'entrée de la tente. Madame la ministre fait son entrée. Merci en tout cas d'être tous et toutes là pour cette plénière d'exception. Oui, c'est ça. Voilà, encore une fois, merci d'être avec nous. Nous avons effectivement, on en a parlé avec le président Gattaz tout à l'heure, des grands enjeux pour la France, un diagnostic, des remèdes. Alors ce qu'on va faire, c'est pas prendre des verres déformants, mais des verres correcteurs pour pallier tous les problèmes, les incohérences, les archaïsmes, les lourdeurs, le pessimisme, cette morosité ambiante, cette autoflagellation. Et on va pouvoir éclairer notre réflexion avec tous nos invités qui sont avec nous et qui vont avoir, j'en suis persuadé, un regard aussi honnête que pointu et franc et courageux. Et, comme le disait Pierre Gattaz tout à l'heure, dire la vérité aux Français et dire la vérité à vous, entrepreneurs, qui êtes présents. Alors, je vous rappelle, encore une fois, que vous pouvez, et ça s'affichera au bas de l'écran, poser vos questions par SMS ou avec votre tablette ou alors avec votre ordinateur. N'hésitez pas, on sélectionnera des questions parce qu'on ne pourra évidemment pas répondre à toutes les questions. Mais tout à l'heure, on réservera la fin de cette table ronde à une session de questions-réponses où c'est à vous que nous répondrons. Alors, ils sont déjà installés, je vais quand même les présenter à nouveau. Il est président fondateur d'Acadomia, président de la Fédération des services aux particuliers. La France est un bon élève, oui, non, on le saura avec lui. Je vous demande d'applaudir Maxime Ayache, s'il vous plaît. Merci. Il est directeur général de Malongo. Dressera-t-il un bilan corsé de notre économie? Merci d'accueillir Jean-Pierre Blanc qui est avec nous cet après-midi. Alors on est en plein écrit du concours d'entrée, pourtant elle est là, elle va passer l'oral avec nous. C'est la directrice générale de l'ENA, Nathalie Loiseau. Merci Nathalie d'être avec nous cet après-midi. Une anglo-saxonne à Paris qui va jeter un regard sur la France. En voilà une idée intéressante. Merci d'accueillir Sophie Péder, chef du bureau The Economist en France. Merci Sophie. Lui est président, directeur général d'Éminence, président de la fédération Maille et Lingerie. C'est l'homme marketing de l'année. Ne lui fredonnez pas le célèbre ta-ta-ta-ta-ta-ta, mais le refrain de la réussite, il connaît. C'est Dominique Sceau qui est avec nous cet après-midi. Alors, elle était au cœur des sujets de rentrée. Aura-t-elle une vision jusqu'en 2025, voire plus? J'en suis persuadé. Merci beaucoup à Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, d'être avec nous cet après-midi. Merci Madame la Ministre.
Avocat associé au cabinet McCarthy-Tétrault, homme d'État, homme politique, ex-premier ministre du Québec, 3 mandats, un grand ami de la France. Son regard, ses propos, sa présence sont un honneur et un privilège pour nous. Il aura le recul et la franchise en plus, et recule depuis l'autre côté de l'Atlantique. Merci d'être chaleureux avec Jean Charest qui nous fait l'amitié d'être là cet après-midi. Alors je vois déjà des messages qui s'affichent. C'est génial de pouvoir poser des questions. Vous pourrez poser des questions et n'oubliez pas de le faire tout au long de cette session. Honneur à vous, Jean Charest, qui avait fait un long voyage pour nous retrouver. Merci d'être là. Je le disais, vous êtes un observateur averti de ce qui se passe en France. Vous suivez nos débats avec ce prisme de l'homme d'État que vous avez été, de l'avocat que vous êtes et je le disais, de l'ami de la France. Alors si on veut regarder la réalité en face et en France, depuis le Québec, qu'est-ce qu'on peut penser? D'abord, je tiens à vous remercier à nouveau, M. Ferrer, et à vous saluer, Mme la ministre, et aux co-panélistes de l'invitation que vous me faites aujourd'hui, de l'honneur de m'accueillir et de me retrouver ici en famille. Vous connaissez pour la plupart d'entre vous le Québec et le Canada, et il y a entre nous un lien d'amitié qui est spontané et qui, pour nous, est très important au Québec. D'abord, vous me demandez à brûle-pourpoint comment on voit la France. Nous, quand on pense à la France, outre les liens historiques, ce que nous voyons, c'est un grand pays, 5e puissance économique au monde, un pays qui est très riche, qui a une culture magnifique, qui a des talents, mais qui, de notre point de vue à nous, semble avoir de la difficulté à enclencher les grandes réformes, les changements que vous avez identifiés et sur lesquels vous vous entendez. Et vu de chez nous, évidemment, ce que nous voyons aussi, c'est un pays qui, sur le plan politique, a de la difficulté à forger des consensus qui transcendent les partis et peut-être plusieurs groupes de la société. Chez nous, au Québec, évidemment, nous sommes nord-américains. Alors, le contexte est très différent. Lorsqu'on fait des parallèles, on fait toujours très attention parce que ce n'est pas du tout le même contexte. Le Canada, c'est un pays fédéral, très décentralisé. C'est une des fédérations les plus décentralisées sur la planète. On s'est bien sorti de la période de la crise. Nous, de 2008 à 2012, au Québec, on a eu une croissance économique plus forte que notre voisin de l'Ontario, que la moyenne canadienne, les États-Unis et l'Europe. Et au niveau de l'emploi, on a récupéré rapidement tous les emplois. Mais il y a chez nous une flexibilité, je pense entre autres au marché du travail, qu'on ne retrouve pas ici en France, par exemple. Sur le plan de la fiscalité, nous sommes dans un contexte nord-américain, alors il faut obéir à cette règle, il faut éviter à tout prix de mettre en place des politiques qui nous rendraient moins compétitifs, et cela nous force à une certaine discipline. Là, vous rejoignez Pierre Gattaz et les entrepreneurs. Oui. Et sur la question des finances publiques, chez nous, on a vécu une épisode assez intéressante. Après le référendum de 1995, on a vécu une crise où le Wall Street Journal avait décrit le Québec ou le Canada comme étant à peu près en faillite parce que nous avions à ce moment-là des déficits et une dette publique élevée. Suite à cet événement-là, il s'en est suivi une période chez nous de rigueur budgétaire qui a continué jusqu'à aujourd'hui. De telle sorte que nous serons au Québec en équilibre budgétaire l'an prochain. La dette publique au Canada a beaucoup baissé. Tous les gouvernements, sans exception, peu importe les partis politiques, droite, gauche, centre, se sont engagés à faire l'équilibre budgétaire depuis les années 90. Donc là, il y a eu un consensus, quels que soient les partis, quelles que soient les orientations politiques. Exactement. Et cela nous aura permis à nous de mieux nous sortir de la crise au Canada que partout ailleurs sur la planète. Nos institutions financières ont été très fortes. D'ailleurs, ça nous a beaucoup étonné, M. Ferrer, quand on a constaté à quel point les banques européennes s'étaient engagées dans l'économie américaine. Ça nous a, franchement, sur la question des subprimes, ça nous a beaucoup surpris. Nous, on n'a pas du tout pris les mêmes risques. Il y a peut-être une raison pour ça. On est voisins des Américains, nous. Alors, ils connaissent peut-être un peu mieux, on les voit de près. Alors, chez nous, il y a un certain conservatisme sur le plan fiscal qui nous a très bien servi. Tout ça pour vous dire, finalement, que vous avez chez vous, en France, un pays qui est magnifique. Je vais conclure en vous disant ceci. Les Québécois
à plusieurs égards, et plus souvent, aime davantage les Français que les Français aiment les Français. À bon entendeur. Nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous. Et d'accueillir des étudiants français chez vous. Ben oui, on accueille 7000 étudiants français par année, nous. Alors, ça me fait une transition. On reviendra avec vous, Jean Charest, et merci de ce témoignage, vers vous, Madame la Ministre. Voir la réalité en face, le futur de la France. Où en est l'enseignement supérieur, où en est la recherche aujourd'hui par rapport à regarder cette réalité en face, et pas seulement à l'intérieur des frontières? D'abord, je voudrais saluer l'ensemble des participants, remercier le MEDEF pour son invitation, puis peut-être élargir un peu le propos, parce que l'enseignement supérieur, la recherche, finalement, ça me met tous les jours en projection sur l'avenir. J'ai cette chance peut-être d'être dans l'action directe, dans l'action concrète, évidemment, pour répondre aux tensions, aux préoccupations, aux demandes immédiates, mais j'ai aussi cette chance d'être dans un domaine où si on n'est pas en anticipation à 10 ans, à 15 ans, on a absolument tout raté. Donc ça m'amène à être davantage optimiste que vous ne semblez croire que les Français le sont. C'est un peu compliqué comme formulation, mais du coup, je me suis amusée à faire l'exercice que vous proposez, point fort, point faible. Et après, je dirai un mot sur l'enseignement supérieur et la recherche, mais c'est très lié, puisque l'enseignement supérieur et la recherche ne valent que si on a finalement cette projection dans le progrès, dans un avenir de progrès pour notre pays. Dans les points forts, j'ai vu la démographie d'abord. Nous avons tout de même le pays qui a la plus forte démographie d'Europe. C'est bon pour l'économie et c'est très lié aussi à notre système à notre service public de la petite enfance, à notre système de santé. Et bon nombre d'expatriés que je vois aux États-Unis, un peu partout dans le monde, lorsqu'ils pensent à avoir des enfants, sont assez tentés par le retour en France à cause de ce système de santé publique, de maternelle libre de droit, accessible, de la scolarisation à partir de 2 ans et demi, 3 ans dans l'année. Donc ça, c'est vraiment un facteur qui nous différencie de l'Allemagne, par exemple, et qui, y compris pour des sujets qui peuvent nous séparer parfois ou en partie, comme les retraites, sont un facteur d'optimisme une fois qu'on aura passé le départ à la retraite du baby-boom. Le deuxième point, c'est notre territoire exceptionnel. Vous l'avez dit, je regardais la réalité en face et aussi regarder quels sont ses atouts. D'accord ? On a un pays qui a une très grande surface maritime, et si on ajoute les DOM, c'est encore mieux. Et la croissance bleue, comme l'appelle mon collègue Frédéric Cuvillier, est insuffisamment développée dans notre pays. Donc nous avons aujourd'hui une exploitation, au bon sens du terme, une valorisation de notre littoral sur le plan scientifique, sur le plan économique et même sur le plan touristique qui est insuffisante. Et sur le plan environnemental, nous avons des paysages diversifiés, nous avons les atouts montagnes, nous avons une grande diversité, nous avons une qualité des paysages et nous sommes toujours le premier pays en matière d'accueil de touristes étrangers, ce qui est aussi un atout en termes d'emploi diversifiés. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas des progrès à faire en termes de services et de qualité d'accueil et de formation des personnels, mais c'est un autre exemple sujet. sur le Québec. Hein. C'est un autre sujet. Sur le Portugal, on est très bien accueillis, très près de chez nous, en Europe. Il y a une conception du service, là aussi, qui peut être différente. Ça, c'est pour nos points forts. On va mettre 3 points de suspension, Madame la Ministre, oui. Et on verra les points faibles tout à l'heure. Oui, si juste pour la recherche. Ouais. Nous sommes la 6e puissance au monde en termes de publications scientifiques. Nous sommes même 4e pour tout ce qui est sciences de la vie, biologie. Et nous sommes le 2e contributeur à la lutte contre le sida. Nous investissons 100 fois moins que les États-Unis. Nous avons seulement 10 fois moins de publications. C'est dire que quand nous mettons tout notre potentiel scientifique sur un sujet, nous sommes tout simplement excellent, que nous sommes capables de définir des priorités et de mettre toute notre expérience et notre compétence et le talent des chercheurs. En revanche, le passage de l'invention à l'innovation, donc à l'emploi, est très insuffisant. Alors on va en parler. Et nous sommes seulement, je termine, parce qu'il faut le chiffre quand même, j'ai donné le premier chiffre, nous sommes entre le 20e et le 25e rang en matière de transfert, de passage de l'invention à l'innovation créatrice d'emplois, ce qu'on appelle la vallée de la mort, la Death Valley, et c'est cela que mon ministère et que mon action à la tête de ce ministère veut combler. Je ne supporte plus ce terme de vallée de la mort, il faut une vallée de la vie qui transforme l'invention davantage
en innovation, donc en emploi. C'est social, c'est économique et ça ouvre des voies vers l'avenir. Alors Valérie Lavie, vous faites bien de le dire, on peut applaudir ces propos qui sont positifs. Alors j'ai gardé une place de choix pour quelqu'un qui a eu une idée fabuleuse. Il va nous la raconter. Il a créé des robots médicaux ultra perfectionnés avec ses équipes et puis on va pouvoir pénétrer avec lui dans une success story à la française et dans justement ce passage réussi. Je vous demande de l'applaudir. Il est président fondateur de MedTech. C'est Bertin Naoum. Il est avec nous. Merci d'être avec nous. Alors, Montpellier, me dit Madame la Ministre, elle a raison. Alors, Bertin, j'aimerais que vous nous racontiez cette histoire. Il était une fois un diplômé de l'INSA, de la robotique en Grande-Bretagne, et puis après, deux copines qu'on connaît bien maintenant, Brigitte et Rosa. Merci Frédéric. Donc effectivement, je suis le fondateur de MedTech, qui est une société spécialisée en robotique chirurgicale. Alors, qu'est-ce que c'est d'une façon générale la robotique chirurgicale? Il faut savoir que d'une façon générale, les technologies innovantes d'assistance à la chirurgie, telles que les robots, ces technologies donc sont amenées à jouer un rôle majeur face au quadruple challenge de la médecine moderne. Alors quels sont-ils ces challenges? Le premier, c'est qu'on observe un allongement de l'espérance de vie des populations d'une façon générale, ce qui est très heureux, et qui a pour conséquence une explosion du nombre de patients qui sont à traiter par les systèmes de santé d'une façon générale. On a par ailleurs une exigence de plus en plus accrue de la part de ces mêmes patients pour de hauts niveaux de qualité de soins. On assiste dans la plupart des pays à une pénurie des personnels de santé d'une façon générale et des chirurgiens en particulier. Et enfin, on a une tendance très lourde en chirurgie qui est appelée la chirurgie mini-invasive. Alors qu'est-ce que c'est la chirurgie mini-invasive? C'est tout simplement une tendance qui consiste à opérer en minimisant la taille des incisions. Alors Bertin, vous parliez tout à l'heure quand on a préparé cette table ronde de nos maux de dos. On en a tous plein le dos à un moment ou à un autre. Et pour résoudre le problème, on peut y aller sans se dire qu'après l'opération, on va avoir encore plus mal. Hein, c'est un peu ça. C'est tout à fait ça. C'est la chirurgie de la colonne vertébrale, comme d'autres spécialités chirurgicales, sont parfaitement, je dirais, concernées par ce type d'approche. En ce qui concerne MedTech, c'est une société qui est plus très jeune, en fait, puisqu'on a plus de 10 ans. On a commencé au début des années 2000 en développant une première technologie pour la chirurgie du genou. Malheureusement, ces technologies, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ces technologies ont été rachetées, a été cédée en fait à un groupe américain, leader mondial dans le domaine de la chirurgie orthopédique en 2007. Et on a décidé de réinvestir. Pourquoi ça a été cédé? Parce qu'en France, vous ne trouviez pas des gens qui étaient intéressés. On n'avait pas réussi, on va dire, à convaincre des investisseurs de bien vouloir miser, en tous les cas, sur nos technologies. Mais en tous les cas, cette transaction nous a permis de réinvestir dans des programmes de recherche et c'est comme ça qu'est né Rosa. Rosa, c'est un robot qui est utilisé pour la chirurgie crânienne. C'est un espèce de GPS pour chirurgien qui guide la main du chirurgien de façon à effectuer des opérations plus précises, plus sûres. Rosa permet d'effectuer des opérations extrêmement sensibles, telles que des chirurgies sur des bébés. À ce jour, plus d'1 millier de patients ont déjà été opérés dans le monde grâce à ces technologies. Alors, on peut applaudir cette belle réussite à la française. Et on verra comment, avec vous tout à l'heure, Bertin, le Canada, le Québec rejoignent cette invention qui est née dans le sud de la France. Maxime Ayache, merci d'être avec nous. Academia, tout le monde connaît évidemment le soutien, l'accompagnement scolaire, l'aide à la personne aussi. C'est aussi une success story. Tout a commencé il y a 20 ans. Oui, merci. Effectivement, Academia, c'est une activité qui remonte effectivement à 20 ans déjà. C'est une activité que je trouve reflète assez bien ce que nous avons de très positif dans ce pays et de ce que nous avons de beaucoup plus compliqué. En quelques mots, pour se présenter cette activité qui nous remplit de satisfaction personnelle en tant qu'entrepreneur et qui aide nos élèves et nos concitoyens, ce sont aujourd'hui plus de 100 000 familles, 100 000 élèves que nous aidons au quotidien, donc je dirais, pour les accompagner sur le chemin de la réussite scolaire, à mieux comprendre les mathématiques, à mieux travailler dans leurs méthodes et puis finalement se sentir beaucoup mieux à l'école.
Nous le faisons avec plus de 30 000 personnes qui travaillent, qui dispensent les enseignements, ce qui fait de nous, peut-être le savez-vous pas, Madame la Ministre, je dirais le premier employeur d'étudiants en France. Aujourd'hui, un étudiant qui souhaite travailler, je dirais avoir quelques revenus supplémentaires, travaille avec nous, travaille dans nos structures. Et puis bien souvent, vous voyez dans les recherches Google, eh bien, des personnes qui disent j'ai une expérience professionnelle, j'ai acquis cette expérience, j'ai acquis cette maturité parce que j'ai pu travailler dans un cadre organisé et structuré, notamment Academia, et puis j'ai obtenu tel et tel résultat. Et puis ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est que ce sont près de 500 collaborateurs qui travaillent avec nous au quotidien pour une PME qui fait aujourd'hui 120, 130 millions d'euros de résultats. Alors, là où je peux dire que globalement, on a ce qu'on a fait de mieux en France, c'est parce qu'on est parti dans un environnement où globalement, si on regardait les choses froidement, il n'était pas possible de faire ce travail. Trop de complications juridiques, trop de complications sociales, trop de complications administratives. Je dirais une incompatibilité, une impossibilité d'être compétitif par rapport à l'acteur dominant qui est le travail noir. Et puis, je dirais, nous avons pu le faire parce que nous avons été pendant longtemps accompagnés par des pouvoirs publics de droite comme de gauche qui nous ont mis un cadre réglementaire possible qui nous a permis de travailler. Et je crois qu'il faut vraiment le souligner parfois on veut être critique. Et lorsqu'on veut regarder la réalité en face, donc voilà. Il y a des points positifs. Ça, c'est des points positifs. Après, les points négatifs, en quelques mots, c'est que parfois on est rattrapé par les comptables. Alors les comptables, ils ne comprennent pas forcément. Je ne connais pas beaucoup de comptables qui sont chefs d'entreprise et qui sont de grands stratèges. Et lorsqu'on a parfois une vision à très court terme, eh bien, à un moment donné, ça nous met dans des situations où on ne peut plus travailler. Notre activité, par exemple, nous a changé nos règles sociales il y a 3 mois, sans concertation, puis brusquement, nos cotisations sociales sur 30 000 personnes sont multipliées par 2. Alors, ça fait 20 millions d'euros d'impact financier sur nos comptes. Après quand on cherche la compétitivité, c'est plus compliqué. Hein. Alors après, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là que je dis simplement, le meilleur des mondes est possible dans ce pays, le pire est également possible. Je voudrais juste rebondir pour conclure sur ces quelques points. Je crois dans nos métiers, dans notre activité, et comme l'expliquait avec, je dirais, beaucoup de détermination notre président Pierre Gattaz, je crois qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Soit on poursuit sur une dynamique et on a une vraie capacité de dynamisme. Je voudrais simplement rappeler que dans nos métiers, on a 100 000 emplois à créer. 100 000 emplois. On peut rapporter 2,6 milliards d'euros net. Soit on continue dans cette dynamique, et puis c'est magnifique, c'est très bien, ou soit au contraire, on s'enferme, je dirais, dans une vision à très courte vue, très comptable, où il faut qu'on gratte le centime et on crée une instabilité réglementaire de plus. Et je pense que tout ce qu'on a pu construire, je dirais, va tomber. Et notre histoire, je crois, représente assez bien l'histoire de ce pays dans ce qu'il a de modestement de très positif et parfois de très difficile. Voilà en quelques mots d'introduction. Merci beaucoup. Merci pour ce message lucide et honnête. On y reviendra tout à l'heure, évidemment. Jean-Pierre Blanc, je vous salue, je vous remercie encore d'être avec nous. Malongo, tout le monde connaît, vous avez sûrement dégusté un de ces cafés. Et puis c'est une histoire familiale avec un modèle économique original et on ne se trompe pas sur l'analyse de la situation. Oui, alors, tout d'abord, vous dire que notre société, c'est une PME de 400 personnes environ, qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et dont la principale activité est basé sur le café, bien sûr, mais le café issu du commerce équitable. Et d'ailleurs, je crois qu'au cours de cette manifestation MEDEF, on va en consommer près de 21 000. Donc, ça sera un succès. Et du fait de cette réflexion que nous avons eue depuis une vingtaine d'années, quand on me dit comment vous regardez la réalité en face, j'ai envie de dire je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit la croissance va repartir. Quelle croissance? Quand on regarde en face, je pense qu'il faut plutôt réinventer une prospérité sans croissance, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement différent. On a, ces dernières années, une boulimie de consommation. Hein, et c'est pour cette raison que la plupart de nos produits ont été déployés dans les pays du Sud-Est. Et nous avons complètement vidé nos territoires de l'emploi, enfin d'une partie de l'emploi industriel. Pour quelle raison? Ben, tout d'abord parce que nous venons de prendre conscience que le monde est fini aujourd'hui. Le monde est complètement fini et la matière première est quelque chose qui va venir à manquer et nous allons devoir travailler de façon différente. Oui, c'est la fin d'un modèle. Hein. C'est la fin d'un modèle. C'est la fin d'un modèle, c'est-à-dire le modèle d'après-guerre, hein, ce qu'on a appelé
le néolibéralisme ou la théologie des marchés avec les théories de l'école de Chicago ou de M. von Hayek, et celle de la spécialisation des marchés qui nous a fait courir à l'autre bout de la planète. Hein, alors que finalement, nous avons tous les outils pour pouvoir travailler de façon différente. Et ce que je voudrais peut-être tout à l'heure démontrer à travers notre exemple sur notre nouvelle machine expresso fabriquée en France, c'est-à-dire tout à l'heure, petit teasing. Voilà, petit teasing. C'est-à-dire d'avoir une réflexion globale sur qu'est-ce que c'est que la croissance. Est-ce que la croissance peut être différente? Est-ce que nos entreprises ne doivent pas se positionner de façon à avoir une activité non plus de surconsommation, hein, mais c'est-à-dire apprendre aux consommateurs à consommer moins mais à consommer mieux, à nos entreprises à produire moins mais à produire mieux, et à créer quelque chose qui est d'une essence différente, c'est-à-dire on n'est plus dans un modèle de consommation ou de possession, mais on peut aller vers un modèle de valeur d'usage où les objets n'ont pas la même fonction ou la même fonction pour le consommateur. Et c'est le principe de l'économie circulaire, on y reviendra tout à l'heure avec vous. Jean-Pierre Blanc, peut-être un dernier point? Un dernier point, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, nous, parce qu'on est chef d'entreprise, et quand on parle de croissance, si moi on me dit l'an prochain tu ne fais pas 10% de plus en volume ou en chiffre d'affaires, ben, je ne suis pas bien parce que je vais avoir mes frais qui vont augmenter. Donc nous devons absolument aider, avoir une réflexion, et là je pense que les pouvoirs publics peuvent nous aider à accompagner l'entreprise. Car le monde change et Internet, les réseaux sociaux vont obliger les entreprises et les gouvernements à évoluer de façon beaucoup plus rapide. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Merci beaucoup, et on y reviendra tout à l'heure, évidemment. Un avis et un point de vue qui détonne et qui va dans le sens de voir l'économie autrement. Quelqu'un qui détonne aussi, qui a passé plus de 25 ans dans la diplomatie au Quai d'Orsay et qui est la directrice générale de l'ENA. Merci d'être avec nous, Nathalie Loiseau. Alors justement, regarder la réalité en face, c'est la regarder comment? C'est la regarder différemment, pas se regarder le nombril, s'ouvrir, vous qui avez beaucoup voyagé? Alors, pour une grande école comme l'ENA, regarder la réalité en face, c'est s'ouvrir. C'est d'abord regarder autour de soi. Comme vous le dites, pas se regarder le nombril. Jean Pisani-Ferry a dit il y a quelques jours la même chose de manière un petit peu plus recherchée. Moi, j'aurais dit pas se regarder le nombril. Lui, il a dit il y a un côté auto-référentiel en France qui frappe celui qui a passé un certain temps à l'extérieur. J'ai passé le tiers de ma vie professionnelle à l'extérieur et je confirme. Ça veut dire ouvrir sur les expériences des autres, apprendre de leurs succès, apprendre parfois de leurs erreurs, et donc faire en sorte que quand on réfléchit à une décision, à conseiller à nos politiques, on sache ce que les autres pays ont fait avant de ne parler que de nous-mêmes. Ça veut dire aussi regarder devant soi et pas toujours derrière. C'est un vrai défi pour toutes les grandes écoles, pour l'ENA mais pour les autres. Est-ce qu'on est des écoles de reproduction du savoir-faire ou est-ce qu'on est des écoles d'apprentissage de l'innovation? Bon, dans la période où on est, la réponse est assez simple. En même temps, apprendre l'innovation, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça nécessite changer les méthodes pédagogiques, changer les regards, être capable de s'adapter en permanence. C'est un défi magnifique. C'est ce qui vous a plu dans le challenge, parce que c'était un challenge à relever, quelqu'un qui n'était pas du Sérail, pas énarque, de devenir patronne de l'ENA. Ce qui m'a plu, c'est qu'on puisse nommer à l'ENA quelqu'un qui n'était pas du Sérail. C'était par définition encourageant. Je n'avais, entre guillemets, rien pour moi. Je ne suis pas ancien élève. J'ai effectivement passé le tiers de ma vie à l'étranger. Je connais surtout la Chine, et donc j'ai bien aimé le thème qui a été choisi cette année par l'université d'été du MEDEF, du WEITI, de la crise danger et opportunité. L'autre pays que je connais particulièrement bien, c'est les États-Unis. Je suis en plus issue d'une lignée d'entrepreneurs où je suis le premier vilain petit canard à avoir choisi d'être haut fonctionnaire et de servir l'intérêt général. Qu'on ait pensé que j'avais quelque chose à apporter à cette école, ça donnait envie de relever le défi, parce que c'est une formidable institution
d'une modernité totale dans ce qui a motivé sa création, qui a simplement besoin d'un coup de jeune, comme beaucoup d'institutions, comme parfois certaines entreprises. Donc c'est un beau défi, regarder devant plutôt que regarder dans le rétroviseur. Et puis pour moi, regarder en face, c'est aussi retirer ses œillères. Et ça, c'est ce qui me frappe beaucoup. Dans notre pays, on a tendance à toujours penser que ça va mal, même quand ça va pas si mal, et que si ça va mal, c'est la faute des autres. Donc si ça va mal, c'est la faute des entreprises qui ne pensent qu'au profit, ou bien, si ça va mal, c'est la faute de l'État et des fonctionnaires qui n'ont rien compris. Moi, ce que j'ai envie de faire, ce que j'essaye de faire à l'école, c'est faire en sorte que les cultures dialoguent entre elles, se connaissent, se comprennent. Je suis heureuse d'être sur le campus d'HEC aujourd'hui parce qu'on fait tous les ans un travail commun avec HEC. On fait travailler des étudiants d'HEC et des élèves de l'ENA ensemble. Donc il n'y a pas de cloison. Il n'y a pas de cloison. Pour qu'il n'y ait pas de cloison, pour qu'il n'y ait pas de méfiance, mais pour qu'on ait conscience que si on veut avancer et garder nos atouts et surmonter nos faiblesses, c'est ensemble, en faisant équipe et pas en se faisant des reproches. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette mise en perspective pour débuter cette table ronde. Alors, regardez la réalité en face et regardez la réalité d'en face. Elle a écrit, je ne sais pas si vous vous en souvenez l'année dernière, le déni français, c'était en 2012. Elle est passée par l'Angleterre, l'Afrique du Sud, pays anglo-saxons. C'est la directrice, je le disais, du bureau français à Paris de The Economist, c'est Sophie Péder. Ça a changé si on regarde la réalité en face un an après, Sophie ? Merci Frédéric. Je voulais juste dire quelque chose avant de répondre à votre question. Et c'est une petite remarque. On peut critiquer un pays et on peut aimer un pays et on peut être optimiste pour un pays. Et c'est très important de mettre tout ce qu'on parfois on critique, nous les étrangers en France, dans ce contexte-là. J'habite en France depuis 10 ans, j'adore ce pays et c'est précisément parce que je ne voulais pas le voir perdre sa capacité de rénovation, de croissance et de rayonnement que j'ai publié mon livre. Donc, mais pour répondre à votre question, Frédéric, j'étais, comme vous savez, quand j'ai publié mon livre l'année dernière, j'ai rencontré pas mal d'incompréhension et ça a suscité pas mal de controverses. Un an après, j'étais assez surprise de voir que la présentation qu'a fait Jean Pisani-Ferry au gouvernement français la semaine dernière, où il a parlé encore une fois du fait que la France va inexorablement perdre son rang dans le classement des pays mondiaux sur les 10-20 ans à venir, quand il a dit par exemple la France sera plus petite, moins riche et plus vieille, c'était aperçu comme une espèce de choc également. Donc parfois, il y a une incapacité de regarder à quel point le monde change, le transfert de puissance économique de l'Occident à l'Orient et à quel point la France et les autres pays européens sont obligés de s'adapter pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle croissance dans le monde à l'extérieur de la France. La ministre a mentionné des atouts de la France et j'ai parlé longuement dans mon livre également. Je veux juste insister sur une chose, c'est la France est un pays créatif. C'est un pays avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup d'entrepreneurs éventuels, potentiels. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans un environnement qui les décourage souvent, qui les stigmatise parfois, qui les surtaxe et qui les incite parfois à aller s'installer à l'étranger sans... Nous, les Anglais, on aime bien les Français, donc ils sont toujours bienvenus à Londres, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est
qu'ils reviennent en France après. C'est très bien d'avoir une expérience à l'étranger. Tout le monde profite bien de cette expérience, surtout si c'est dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui va pas, Sophie? On va pas assez vite? Oui, juste pour revenir sur cette idée centrale, c'est que c'est les entreprises qui vont sauver la France. C'est pas très compliqué. C'est la création de la richesse. C'est l'encouragement et c'est absolument essentiel qu'on arrête de stigmatiser ceux qui créent la richesse, qui ont envie de devenir riches un jour. Ils ne devraient pas avoir honte de dire ça et on ne devrait pas avoir honte de réussir. Et donc, tous les détails en termes de taxation, de toutes les politiques publiques qui vont avec, l'objectif devrait être d'encourager ces entrepreneurs et de ne pas de les étouffer et de les chasser du territoire. Alors, on va voir avec vous. On vous remercie, Sophie, pour ce chapeau, comme on dit, nous les journalistes, pour avoir planté le décor sur regardez cette réalité en face. On va terminer avec vous, par ordre alphabétique, Dominique Sceaux, je le disais, marketing de l'année, PDG d'Éminence, une success story à la française, un vrai savoir-faire reconnu, des bons choix, et je vous voyais applaudir à ce que disait Sophie à l'instant. Oui, alors moi je représente le groupe Éminence, qui est une grosse PME. Il y en a plusieurs dans cette table ronde. On emploie 900 personnes en Europe, dont 500 en France. Parmi les 500, il y a 450 cols bleus, il y a uniquement 50 cadres. Et on est un peu les derniers des Mohicans, puisqu'on est les derniers, à ma connaissance, à avoir une vraie structure industrielle dans le domaine des sous-vêtements masculins en France. Donc voilà, c'est un paradoxe. Nous avons la chance d'avoir deux marques en France qui sont très connues, qui sont Éminence et Athéna. Et l'essentiel de notre richesse qui nous a permis de survivre, malgré les différentiels de coûts de main-d'œuvre, malgré les marchés textiles qui ont basculé en Chine, en Asie, etc., c'est précisément le savoir-faire de notre maîtrise, de nos ouvriers, de nos cadres, qui sont extrêmement fidèles. On a 18 ans d'ancienneté moyenne dans l'entreprise, ils maîtrisent ce métier extrêmement bien. Et ça permet de compenser presque toutes les difficultés qui ont été mentionnées depuis l'ouverture de cette université d'été. Et donc, l'enjeu, c'est de faire d'une entreprise qui a 70 ans l'année prochaine, de pouvoir passer le siècle en s'appuyant sur les mêmes forces et en vendant quelque part de la qualité, de la différenciation à tous les stades de l'entreprise, que ce soit à la production, mais aussi à la commercialisation, la mise en marché en utilisant le digital, en utilisant la mutation de la distribution pour tirer notre épingle du jeu, tout en restant une PME gardoise basée en Camargue. Alors, regarder la réalité en face, c'est aussi avoir une vision précise de ce qui se passe aujourd'hui. On en parlait d'une certaine manière avec Jean-Pierre Blanc qui attaque la problématique de ce cycle, de ce modèle économique qui est en train de changer. Il ne faut pas se voiler la face sur la réalité. Ça n'est pas qu'une crise conjoncturelle ou une somme de crises conjoncturelles. Non, je pense qu'effectivement, c'est une illusion que j'ai pu avoir qu'avec d'autres. On a été un petit peu cueillis à froid par 2008. On se dit, finalement, 2009, difficile, mais ça va rebondir. 2010, 2011 vont être meilleurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le monde est en train de changer. Ce n'est pas une crise ponctuelle, conjoncturelle. C'est vraiment, en fait, un univers à construire avec des éléments nouveaux pour ma génération, qui n'est pas digital native, qui n'a pas forcément été ouverte sur le monde comme aujourd'hui. Nous, on est une PME, mais on travaille avec une vingtaine d'usines dans le monde. On exporte dans 20 pays et donc on a un niveau de complexité à gérer aujourd'hui qui est très important, sachant qu'on a des concurrents qui sont beaucoup plus gros que nous et des clients qui peuvent nous écraser sans même s'en apercevoir. Donc c'est cette complexité, cette accélération qui demande, je pense, aussi aux chefs d'entreprise eux-mêmes de travailler sur eux-mêmes, de faire une mutation pour se dire, en fait, un peu comme Alena, on ne peut pas uniquement reproduire les savoir-faire ou les savoirs de l'entreprise qui ont fonctionné par le passé, mais on a besoin de gérer l'innovation. Ça, c'est effrayant, c'est compliqué. Ça suppose aussi de reconnaître le droit à l'erreur et d'accepter que dans nos équipes, il y a des gens qui se trompent et d'accepter que nos banquiers ou nos actionnaires nous donnent le droit à l'erreur. Ça, je pense que c'est fondamental parce que personne n'a vraiment la solution et donc on est plutôt en train d'être, comme ici, en train de chercher ensemble. Alors, je vous demande d'applaudir Dominique Sceaux pour ce témoignage.
Voilà, on vient de faire un tour de table. Vous avez encore mieux fait connaissance avec nos différents intervenants, leur point de vue par rapport à regarder la réalité en face. On a vu les problématiques, les atouts aussi de la France. Jean Charest, on était à l'instant avec Dominique Sceaux, il est modeste, il ne le dira pas, qui a lancé la filiale L'Oréal en Russie, donc il a beaucoup bourlingué, comme on dit. Qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas les bonnes décisions et que ça n'avance pas en France? Soyons francs, on est entre nous. D'abord, je reviens, on est prudent par respect envers la France aussi, parce que jamais nos situations ne sont pas les mêmes. Mais cela étant dit... Sauf que vous en avez géré des crises, des situations compliquées de déficit budgétaire. Et nous, la période de rigueur s'est faite dans une période de croissance économique. Il y a une différence fondamentale actuellement entre la France, l'Europe et l'Amérique du Nord. Gardez à l'esprit qu'au moment où le Canada entre dans une période très intense de rigueur, là, je parle de 1996 jusqu'à dans les 10 années qui ont suivi, il y a une très forte croissance économique. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'on a raté le coche, qu'on aurait dû le faire avant. J'ajouterais ceci. Il n'est pas suffisant pour vous, si vous voulez réussir, de faire que des politiques de rigueur. Je pense que le grand défi pour vous, c'est de mesurer vos forces et d'avoir un projet mobilisateur. Un projet qui dit, c'est pas uniquement des mauvaises nouvelles, il y a au bout de ce tunnel un nouvel horizon, il y a un endroit où la France va arriver, il y a une destination qui va nous permettre de réussir. Un cap, comme disait Pierre Gattaz tout à l'heure. Oui. Alors quoi? Alors c'est quoi vos forces à vous? Moi, je voyage beaucoup, je suis avec un bureau d'avocats, c'est le plus gros bureau au Canada, on voyage beaucoup à l'étranger, je fais des dossiers pour des clients. La marque Made in France, c'est très porteur. Vous avez un avantage que très peu de pays ont, que très peu d'entreprises ont. Vous partez avec une longueur d'avance lorsque vous vous présentez sur les marchés étrangers et vous dites « Nous sommes une entreprise française ». D'ailleurs, on reconnaît aux Français des talents de management qu'on ne reconnaît pas aux autres. Par exemple, j'étais en Chine dernièrement, on parlait de Schneider. Aux États-Unis, M. Gattaz parlait de Vallourec aujourd'hui, qui est une très belle réussite. Au Québec, EDF a obtenu des appels d'offres au niveau énergétique. Alors, vous avez cet avantage-là. Deuxièmement, on reconnaît aux Français la qualité de vos produits. Alors, je pense aux produits de luxe qui sont très présents. Alors, ça, c'est une force pour vous. Vous avez une productivité qui est plus élevée que la moyenne des pays. Une productivité de votre main-d'œuvre, c'est un avantage aussi. Mais il vous faut plus qu'un discours de rigueur, il faut aussi un projet porteur. Mais la première chose que je vous souhaite, c'est de prendre le taureau par les cornes sur la question du déficit et de la dette publique pour la raison suivante. La France n'aura jamais le rayonnement qu'il mérite à défaut de mettre de l'ordre dans ses finances publiques. D'autres pays l'ont fait. Il faut... Là, vous êtes en train... Et pourquoi voudriez-vous justement poser ce geste-là, comme nous on l'a fait, pour avoir regagné une liberté d'action que vous avez perdue et que vous allez perdre à défaut de remettre de l'ordre dans les finances. C'est-à-dire qu'en gros, si je vous suis, si ce n'est pas nous qui mettons de l'ordre dans nos finances, on va le faire pour nous. Forcément. Alors là, vous allez, de toute façon, les choix vont s'égrener avec le temps parce que vous allez voir, au fur et à mesure où vous allez avancer, le déficit, les dettes publiques, vous aurez plus les moyens financiers. Puis on le voit dans le discours, là, les choix, là, ils sont de moins en moins évidents pour vous. Augmenter les impôts, ça ne fonctionne plus, il n'y a plus d'espace. Vous avez occupé tout l'espace qui était possible d'occuper. La rigueur. Alors, il faut combiner avec un projet mobilisateur qui permet à la France de rayonner sur la planète. Vous en êtes bien capable. Dans le domaine de la recherche et de l'innovation, vous êtes formidable, on vous reconnaît. Partout ailleurs dans le monde, on reconnaît aux Français de l'intelligence, de cette capacité d'innovation. Partout ailleurs, les gouvernements tentent de formuler des politiques qui vont permettre à leur économie d'être au maximum parce qu'ils réussissent à innover, alors que vous avez déjà une longueur d'avance. Alors, capitalisez sur vos forces. Prenez la décision. Vous parlez d'oser, il faut décider. C'est comme si le pays, on a l'impression que la France n'a pas encore décidé de mettre de l'ordre dans ses finances publiques. L'impression que nous avons, c'est ça.
Donc attentisme, ça rejoint ce que disait Sophie Pédère tout à l'heure, où on a mis 1 an pour se rendre compte de ce qu'il fallait faire. Madame la ministre, vous réagissez évidemment à ce que disait Jean Charest à l'instant. On parle de sacrifice, mais attention, hein, si je vous ai bien saisi, Jean, assorti d'une vision, assorti d'un cap, assorti d'une ambition, de façon à ce que les gens puissent accepter ces sacrifices. En parlant de vision, ça a été un peu l'épisode de la rentrée. Alors, on a 5 ans de différence avec la France 2020, mais il y a cette France 2025. On est aussi dans cette projection positive pour arrêter de s'autoflageller, pour essayer de se réformer et puis de s'appuyer sur nos forces. Oui, alors tout d'abord, je voudrais dire à quel point je converge avec Jean Charest quand il dit que c'est plus facile de rétablir les finances publiques de façon vigoureuse lorsqu'on est en période de croissance, comme ça a été le cas dans la dernière décennie, que lorsqu'on est en période de croissance atone. Donc il y a un moment où il aurait fallu effectivement prendre des décisions courageuses. Oui, mais à un moment... Ça n'a pas été fait. Et il nous dit aussi qu'il faut avoir la volonté de le faire maintenant. Regardez la vérité en face, c'est renoncer à se faire applaudir facilement. Je l'assume totalement. Je l'assume. Alors, deuxième point, donner un cap et un avenir. Je crois que ça a été dit, on est dans une société qui se cherche. On est dans une société qui doit croire au progrès, mais ça n'est plus un progrès productiviste. Jean-Pierre Blanc l'a dit. On est plutôt dans l'économie circulaire. Mais on a besoin d'avoir un cap, on a besoin de se fixer des priorités, on a besoin d'être davantage européen. La France seule n'assurera pas son avenir. La France a besoin d'avoir une taille critique qui soit une taille critique européenne. Elle sera d'autant plus forte à l'international et vous serez d'autant plus fort à l'export qu'on aura une vraie réindustrialisation au niveau européen. Moi, je ne crois pas à une société faiblesse, je ne crois pas à une société uniquement de services. Les services, d'ailleurs, sont pour la plupart des services à l'industrie. Je crois qu'il nous faut rénover notre industrie, valoriser le Made in France, ça a été dit, mais le Made in France, il doit s'appuyer sur un Made in Europe. On a pris les devants en matière de recherche, on a mis en place un agenda stratégique de la recherche, on a défini des priorités. Parce qu'on ne peut plus, comme ça a été fait au moment du Grenelle, dire qu'on va avoir 39 pistes de recherche dans le domaine du développement durable. Non, il nous faut choisir, définir des priorités, c'est ça aussi redresser les finances publiques. C'est ne pas saupoudrer l'argent public, c'est investir dans la formation et c'est décloisonner. Alors on a parlé tout à l'heure des grands corps. Moi, je mets tous mes efforts, et je l'ai fait dans la réforme sur l'enseignement supérieur et la recherche, pour décloisonner notre pays. Nous sommes dans un pays beaucoup trop binaire et dans un pays de posture. Je crois qu'il nous faut mettre de la fluidité et de l'innovation. Oui, nous avons de beaux produits. Oui, nous sommes reconnus dans le domaine du luxe, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la mode. Nous avons besoin d'être à nouveau reconnus dans les secteurs industriels qui ont toujours fait notre force, qui sont l'énergie, qui sont la connectique, qui sont les semi-conducteurs. Et oui, il nous faut investir dans l'industrie. Il nous faut faire aimer l'industrie aux jeunes, il faut valoriser nos filières technologiques et professionnelles. Et le système binaire que nous avons, grandes écoles d'un côté, universités de l'autre, doit être davantage fluidifié. Et j'ai des contacts avec la directrice de l'ENA à cet égard. Nous avons ce particularisme français qui pèse beaucoup, beaucoup sur le moral des jeunes et sur peut-être le manque de perspectives pour le plus grand nombre. Vous n'avez pas répondu à ma question. 2025, les perspectives justement, les ambitions. Quelle était la feuille de route précise avec des grands projets pour la France, un peu comme on l'a vu avec Concorde, un peu comme on l'a vu avec le TGV, pensé par Pompidou, lancé par Giscard, inauguré par Mitterrand. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce séminaire de rentrée 2025 ? Je crois que le développement, quand je parle de réindustrialisation, je crois qu'on ne peut plus revenir à l'après-guerre ou aux 30 Glorieuses. Nous sommes dans un contexte international très différent. Donc ce qu'il faut, c'est armer les jeunes pour ce contexte international. Les armer, ça veut dire quoi? Ça veut dire introduire l'anglais à l'université. On a vu les conservatismes, on a vu à quel point ça a pu heurter les conservatismes. Pourquoi notre pays accepterait-il des enseignements en anglais dans les grandes écoles, dans les formations un peu d'élite et pas à l'université? Eh bien, j'ai pris mes responsabilités. Nous avons introduit les enseignements en anglais à l'université. Je crois que si nous voulons être actifs à l'international, il faut être ouvert à l'international et nous défendrons d'autant mieux le français que nous pourrons parler anglais. J'ai aussi, mais je le dis,
Parce que c'est préparer notre pays à l'international. Préparer notre pays à l'international, c'est aussi accueillir davantage d'étudiants et de chercheurs étrangers. Aujourd'hui, 41% de nos docteurs sont étrangers. Nous ne reconnaissons pas suffisamment dans les entreprises françaises, et j'ai travaillé en entreprise. J'ai travaillé 6 ans à la direction d'une start-up et j'ai travaillé aussi chez un grand opérateur de télécom. Donc vous savez ce dont vous je parlez. connais l'entreprise et je trouve qu'on devrait accueillir davantage les docteurs et reconnaître davantage les docteurs en France, comme on le fait par exemple chez nos voisins allemands. Ce serait reconnaître aussi que la recherche est à l'origine d'innovation dans notre industrie, ça la ferait monter en gamme. Et je pense que de ce point de vue-là, nous avons aussi une culture à changer. C'est ça aussi changer, c'est monter en gamme nos produits, faire en sorte que nos produits, et nos produits industriels doivent en faire partie, nos services à l'industrie également, soient davantage reconnus dans le monde. Alors je pense, Madame la Ministre, que nos entrepreneurs, on va y revenir, voilà. vous ont pas attendu évidemment pour partir à la conquête de l'étranger. Vous m'avez glissé à l'oreille quelque chose qui va faire plaisir à Bertin Naum, qui est au cœur de cette France qui exporte, de ces startups. Vous avez dit, je vais emmener le président de la République là-bas du côté de Montpellier. Oui, j'avais prévu de le faire. Alors Bertin, vous dites que dans la série, les choses qui sont positives, c'est qu'on a une politique d'accompagnement et de soutien à l'innovation qui est forte, mais en même temps, on a des tares en France, c'est qu'on préfère les subventions à d'autres politiques qui sont plus créatrices d'emplois. Oui, alors, effectivement, je vais essayer. C'est vrai qu'on est dans un contexte qui est difficile, on le sait tous. Moi, je fais partie d'une génération qui a quasiment toujours entendu qu'aujourd'hui est pire qu'hier et mieux que demain. On a à quelque part aussi intégré ce type de discours et on essaye de faire avec. Moi, je crois que dans notre domaine, en tous les cas, dans le domaine de l'innovation, comme on l'a dit précédemment, la France a la chance de s'appuyer quand même sur des atouts qui sont reconnus dans de nombreux pays. Je crois qu'il a été évoqué la créativité notamment. Je pense que c'est une chose très importante. On a également un système éducatif qui, bien sûr, est loin d'être parfait, mais qui, en tous les cas, permet donc de former des jeunes et des moins jeunes, des ingénieurs, des chercheurs, des écoles de commerce également, des gens qui sont très bien formés et qui sont, je pense, des gens sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir développer des produits nouveaux, de l'innovation. Il y a des politiques d'innovation également qui sont ici pour nous soutenir. Le crédit impôt recherche en fait partie. On a des organismes tels que la BPI qui sont également là pour nous appuyer. Bien sûr, à côté de cela, il y a également des choses qui sont améliorées. Et comme vous l'évoquiez fort justement, probablement qu'il faudrait qu'on arrive à changer notre état d'esprit et notre façon d'imaginer le soutien à l'innovation, qui, à mon goût, est trop souvent une approche d'assistance au travers de subventions, un petit peu du push, comme on pourrait dire en bon français, et passer à une approche beaucoup plus de prescription. Et là, on rejoint une demande qui est assez récurrente de la part des entrepreneurs et innovants notamment, c'est le fameux Business Act à la française, qui fait que souvent, pour des sociétés telles que les nôtres, finalement, le marché le plus difficile à conquérir, c'est le marché national. Vous allez nous donner un exemple qui est symptomatique. Bertin, sur votre région, Languedoc-Roussillon, où vous avez un CHU qui est très reconnu en France et à l'étranger, et alors, nous, on est effectivement basé à Montpellier, et Montpellier qui est une ville merveilleuse, qui nous a également extrêmement soutenus depuis le début. On est présent dans de nombreux hôpitaux en France et à l'étranger. On est présent aux États-Unis, au Canada également, donc dans le pays de M. Charette. On est présent donc en Chine, on est présent également en Russie depuis peu. Et bon, on a parfois un peu plus de difficultés à s'imposer, comme je le disais précédemment, dans des établissements français. Et effectivement, on espère très prochainement équiper le CHU de Montpellier. Et jusqu'à présent, vous n'y arrivez pas. C'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Dominique Ceau, comment est-ce qu'on fait quand l'économie est contrainte, quand on voit que le modèle change, quand on a une concurrence dans le textile, hein, je salue nos amis de l'UIT qui sont sûrement dans cette salle, comment on fait pour rebondir, tomber dans le low cost tout en gardant un vrai savoir-faire français? C'est une sacrée prouesse. Comment on y arrive? Je pense que, Madame la Ministre l'a dit, je pense que le mythe des entreprises fabless, le mythe du service, c'est quelque chose en fait qui a été une mode, et donc un certain nombre de chefs d'entreprise ont été
je dirais, emportés par cette mode ou cette croyance de la délocalisation obligatoire ou de la fin des industries obligatoires. On voit depuis 10 ans les conséquences, donc il faut éviter de se laisser influencer par ces modes-là et revenir, je pense, à du bon sens paysan. Ça rejoint ce que disait Madame la Ministre. Hein. Absolument. Et en même temps, je pense que ce que vient de dire Bertin est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de droit social, en termes de droit, l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, quels que soient leurs moyens, sont soumises exactement aux mêmes exigences. Et je pense que donc un Small Business Act pour les PME et pour développer des ETI, le fait de simplifier, notamment pour les entreprises qui ont le plus de mal à gérer cette complexité, c'est un point très important. Mais on ne s'en sortira que par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'au final, c'est les ressources de nos équipes, c'est la capacité à se différencier par rapport au marché, à trouver des idées comme cette idée formidable de robots pour assister les chirurgiens, qui nous permettent en fait finalement de compenser des déficits de taille. Et comme cette idée formidable de boxeur, racontez-nous, parlez-nous un peu des sous-vêtements. Alors les sous-vêtements, oui, donc on est à l'opposé, puisque nous on n'a absolument aucune recherche, on est uniquement dans du développement, donc on utilise des machines et des fibres qui sont à la disposition de nos concurrents dans le monde entier. Mais simplement il y a une vieille phrase qui se dit en France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Et donc, effectivement, avec nos équipes, on s'est amusé à imaginer plein de choses nouvelles autour en fait, des sous-vêtements. Que ce soit des sous-vêtements phosphorescents, on a habillé des athlètes de la Fédération française d'athlétisme avec des boxeurs bleu, blanc, rouge, on les a mis tout nus dans des stades, et avec un tout petit moyen, une PME qui a un budget de 10 000 €, on a réussi à obtenir 3,5 millions de vues sur YouTube dans le monde entier, et à développer nos volumes. Donc encore une fois, avec des petits efforts, avec des petites idées, on peut arriver à avoir des résultats qui permettent d'amener l'entreprise à l'année suivante, de pérenniser en fait l'emploi. Donc jongler, être inventif, être innovant pour se différencier et se lancer aussi dans le low cost. On peut faire un parallèle entre la Logan et comment s'appelle-t-il ce slip? Oui, alors sur le low cost, moi j'ai une approche un peu à contre-courant de ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un autre piège qui est la montée en gamme. La fameuse premiumisation. Hein. Oui, la premiumisation, moi j'y crois pas beaucoup. Et j'y crois pas beaucoup en tant qu'industriel parce que simplement, c'est encore une fois quand on revient au bon sens paysan, en dehors des Hermès, des réussites magnifiques de Louis Vuitton, etc., pour la plupart des PME, si vous faites du luxe, vous faites des produits très chers, très compliqués, très beaux, mais avec très peu de pièces. Et quand vous avez très peu de pièces, vous avez besoin de très peu de gens très qualifiés pour en fait les fabriquer. Et donc pour beaucoup d'entreprises de PME qui sont en fait en moyenne gamme, aller vers le luxe, ça veut dire finalement réduire leurs effectifs de manière massive, et même si on les fait monter en gamme, et c'est une menace aussi pour l'emploi qui est quand même l'objectif premier. Donc moi je pense qu'on peut faire à la fois du haut de gamme, on peut à la fois faire du premium, mais utiliser aussi ce savoir-faire pour être compétitif en fait en entrée de gamme. Et c'est ce que nous on a fait avec notre marque Athena, qui est la marque populaire, et je me suis inspiré de cette formidable idée de Louis Schweitzer, de la Logan, pour faire finalement le produit de marque nationale le moins cher du marché. Et ça nous a sauvés en fait en 2009, puisqu'en 2009, avant d'avoir lancé ce produit au premier semestre, on avait une chute de 10%. Donc quand vous avez la moitié de vos volumes qui sont faits dans vos usines et que vous avez une chute de 10%, ça veut dire plan social. Et sur le deuxième semestre, on a fait une croissance à 2 chiffres grâce à l'entrée de gamme. Donc moi je crois que comme Volkswagen, qui est à la fois Seat, Skoda et aussi Porsche maintenant, et aussi d'autres marques de luxe, on a besoin du volume, on a besoin de l'achat, on a besoin de ne pas oublier en fait l'entrée de gamme qui donne quand même du travail aux ouvriers qui nous ont fait confiance et à l'ensemble de la structure actuelle. Dominique Saut, et vous regarderez les linéaires différemment dans la grande distribution. Sophie, la journaliste que vous êtes, la chef de bureau de The Economist à Paris, qui a donc parlé de ce déni français, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je crois que vous rejoignez Jean Charest qui nous parlait de « ayons une ambition et disons la vérité aux Français ». En gros, on cache la vérité et la difficulté de ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense que ce qu'on constate actuellement en France, c'est une absence de confiance. On voit ça dans tous les sondages comparatifs, que les Français semblent être les plus pessimistes, les plus moroses par rapport aux autres. Il y a une absence de confiance. Et je pense que parmi les facteurs qui alimentent cette absence de confiance, c'est un discours qui n'a pas toujours été un discours de vérité vis-à-vis de l'état du pays.
Et ça a pris un moment pour parler, par exemple, de la compétitivité l'année dernière. Ça a pris un peu de temps avant qu'il y ait une prise de conscience de la gravité de la chose et de la perte de la compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne, par exemple, depuis 10 ans. Je pense que c'est absolument capital pour restaurer la confiance, c'est de parler vrai, de dire les choses comme elles sont, même parfois si c'est blessant ou c'est difficile à accepter, parce que sinon on ne peut pas ensuite construire. Et l'autre, ajouté à ça, quand j'ai regardé par exemple un autre pays qui a fait des réformes par le passé comme le Canada a fait, c'est la Suède. Qui était dans une situation très difficile dans les années 90 avec une crise dans le secteur bancaire, crise de finances publiques. On compare souvent le modèle social suédois au nôtre, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, je pense que la Suède, évidemment, c'est pas la France, c'est pas la taille de la France, c'est un pays qui même pas dans la zone euro, mais c'est un pays qui partage quand même quelques valeurs avec la France. Donc, ils ont un modèle qui croit beaucoup dans l'importance d'un filet de sécurité, un état de providence fort, un niveau de taxation très élevé, comme en France. Ils tolèrent beaucoup d'impôts en Suède comme en France. Mais quand on regarde ce qu'ils ont fait et comment ils ont pu, par exemple, réduire le poids de la dépense publique dans le PIB, ce qu'ils ont fait en Suède avec beaucoup de succès pour réduire ensuite, pour redresser les finances publiques, ils ont fait ça avec un discours et une logique derrière. Souvent, la question posée était la suivante. Est-ce que cette dépense est non seulement efficace, mais est-ce que cette dépense publique encourage le travail? Donc, prenons un exemple, des crèches ou la maternelle. C'est une dépense importante et efficace parce que ça permet les femmes, par exemple, de retourner au travail après la naissance d'un enfant. C'est un atout pour le pays. Donc, ne baissons pas, disaient les Suédois, les dépenses sur les crèches et les maternelles. Pareil en France, c'est un atout absolument indispensable. En même temps, on conclut les Suédois quand ils ont commencé à faire leurs réformes, les pensions de retraite. Est-ce que des pensions assez généreuses encouragent les gens à rester au travail plus longtemps? Évidemment, la réponse est non. Donc là, ils ont fait un vrai travail de réforme de la retraite. Mais je souligne cet exemple pour la logique et la cohérence, parce que si on veut créer un consensus derrière une réforme, il faut expliquer pourquoi. Et pourquoi, un élément du pourquoi, c'est une logique et une cohérence. Et je pense que cet exemple suédois est assez instructif ou pourrait être pour la France. Juste pour vous donner un chiffre très rapidement, Frédéric, le niveau d'emploi pour ceux qui sont âgés entre 60 et 64 ans en Suède est actuellement à 61%. Et le chiffre en France, c'est 18%. Vous en pensez quoi des annonces qui ont été faites sur les retraites, justement? Qu'est-ce que vous allez titrer dans le prochain numéro? Écoutez, le nouveau président du MEDEF a été très clair, je pense, cet après-midi sur ces questions. C'est important d'avoir fait une réforme sans avoir créé le chaos et le désordre sur la rue en France, mais en même temps, Est-ce que c'est regarder la réalité en face? Soyons clairs. Je pense que c'est pas la réforme qui va résoudre le problème pour la France pour les 2 décennies à venir. C'est ça le problème. C'est évidemment important d'avoir passé le message que les Français vont devoir travailler plus longtemps. C'est normal avec la longévité. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va résoudre le problème financièrement? La réponse est, même dans 10 ans, la réponse est non. Alors je me tourne vers vous, Jean-Pierre Blanc. On parlait tout à l'heure de commerce équitable. Vous voulez réagir, Maxime Ayache? Et Jean-Pierre Blanc, je vous passe la parole juste après. Je voudrais juste compléter ce que dit Madame. Parlez bien dans le micro. Ah pardon, je voudrais juste compléter ce que dit Madame sur l'État et sur l'état de notre pays. Je crois que les choses sont pas très compliquées. On a juste quelques défis. C'est pas très compliqué dans le diagnostic, c'est juste simplement dramatique dans les effets qu'on a. Et je crois qu'il faut dire les choses très clairement.
sans parfois tourner autour du pot. Premier point, on a des déficits. J'ai 30 ans d'histoire, 30 ans de politique qui sont accumulés. On a tous une responsabilité, je le dis tous, pas uniquement une classe politique, mais nous également citoyens, nous Français. La situation aujourd'hui, elle est juste insupportable. Il y a, vous m'avez posé la question sur la réalité. Le déni des réalités, c'est de ne pas voir nos forces. Le déni de réalité, c'est de voir simplement que si on continue comme ça, je crois qu'on ne s'en sortira pas. C'est-à-dire l'État va continuer à chercher des bouts de ficelle, comme on l'a vu aujourd'hui, sur la réforme des retraites. Et puis on a le bras armé, qui nous concerne nous directement en tant qu'entrepreneurs, on a le bras armé d'administration qui vient, qui nous contrôle, qui est violente par moments omniprésente, une réglementation dure, des contrôles qui sont contraignants, qui sont difficiles et qui nous empêchent tout simplement de travailler. Et ça, il faut juste comprendre que l'État n'a pas d'autre choix que de faire ça. On n'a pas d'autre choix parce qu'on manque d'argent. Alors si on se regarde tous en face et puis on dit à un moment donné, on ne peut pas continuer de cette façon-là. Lucidité. Hein. On a une vraie lucidité, on ne peut pas continuer de cette façon-là. Et puis, on pose le débat et on diminue notre pression et on reprend, nous, chefs d'entreprise, nos responsabilités en termes de création d'emplois, en termes de qualité de service. Et je pense on a beaucoup de chance, on a de vraies chances de réussir, ou soit on ne rentre pas là-dedans, et je pense qu'on ne vivra pas bien. Par rapport à l'allongement de la durée de vie, qui est un fait et que personne ne conteste, j'imagine que ce qui a été annoncé hier... Le débat des retraites, moi je ne suis pas un spécialiste des retraites, je vois juste simplement, en 1945, l'espérance de vie de mémoire, c'était quelque chose comme moins de 70 ans. Le travail, c'était 65 ans. L'âge légal de la retraite est 65 ans. Aujourd'hui, notre espérance de vie, c'est 82, 83 ans. Enfin, moi, si j'étais en charge des retraites, je dirais, j'aimerais juste vous proposer, mes chers concitoyens, de travailler jusqu'à 70, 75 ans, parce que ça veut dire qu'on va vivre jusqu'à 100 ans. Donc c'est extraordinaire de vivre jusqu'à 100 ans. Acceptons de travailler plus. C'est notre rapport au travail qui est en jeu, c'est notre rapport avec nos rêves. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait bouger? C'est ça l'enjeu, c'est le courage. Et qu'est-ce qui nous mobilise? Voilà, en quelques mots, juste un simple cri que je voulais exprimer. Merci beaucoup. Jean-Pierre Blanc. On disait tout à l'heure, commerce équitable, autre façon d'envisager les relations avec la possession et à contrario la location, un service plutôt que la possession de quelque chose. J'aimerais que vous nous parliez avec des exemples qui illustrent bien la façon dont vous y êtes pris. Par exemple, les fameuses dosettes. Est-ce que vous avez en face de vous oui. des gens qui sont tout sauf une PME familiale? Voilà. Oui, donc ce que je voudrais vous dire, c'est que le commerce équitable m'a permis peut-être d'avoir une réflexion très en amont, parce que quand dans les années 92, 95, 97, je suis arrivé avec un produit qui était plus cher que le marché, la première chose qu'on m'a dit, c'est où est le marché? Donc c'était strictement impossible à développer un produit plus cher, même s'il était de qualité. Et heureusement qu'il y a quelques distributeurs comme Carrefour et Monoprix qui ont cru au départ et qui nous a permis de nous développer, puisqu'aujourd'hui on fait 50% de notre activité sur le café du commerce équitable. Donc il faut d'abord y croire. Je pense que c'est ça le maître mot. Et il faut partir sur deux postulats. C'est qu'il faut bien sûr de la qualité, sinon on ne pourra pas continuer à produire. Et il faut beaucoup d'innovation. Et c'est un peu la réflexion que j'ai eue en créant les doses en papier naturel, puisqu'on fait de l'expresso maintenant, et on est les seuls à le faire en papier naturel dégradable. Alors, tout est recyclé, hein? Pardon? C'est-à-dire que tout est recyclé, là. Tout est recyclé. Et il manquait à ma chaîne de valeur, j'avais le commerce équitable, j'avais l'agriculture biologique, j'avais la dose recyclable, et je faisais fabriquer mes machines expresso en Chine, parce que dans les années 2000, tout le monde se tournait vers la Chine, il n'y avait plus de production. Et donc je me suis intéressé, en allant de nombreuses fois là-bas, à comment on produisait. Et ma réflexion, c'est quand même complètement idiot d'aller produire avec toutes les difficultés là-bas, alors qu'on a sûrement des capacités en France. Et de cette réflexion est né un programme, donc cette machine que vous verrez d'ailleurs sur les différents stands, je l'ai démarré il y a 5 ans. Grâce au crédit d'impôt recherche, ça je dois le dire, puisque ça m'a permis de démarrer l'investissement de départ pour mes ingénieurs que j'ai embauchés sur ce projet. Comme quoi l'État peut faire bien les choses aussi. Hein. Oui, sur le crédit d'impôt recherche, j'y reviendrai parce que j'ai des demandes pour le gouvernement pour la suite du crédit d'impôt recherche, parce que le crédit d'impôt recherche présente l'avantage
non pas de créer encore un impôt supplémentaire, mais d'être déduit de l'impôt des sociétés. Donc c'est simple, c'est facile, ce ne sont pas des subventions et ça rentre de façon différente dans les lignes budgétaires. Donc j'ai cette réflexion sur cette machine. Je dis, quelle machine je peux fabriquer en France? Ben, il me faut une machine innovante, il me faut une machine éco-conçue. Éco-conçue, ça veut dire quoi? Ben, c'est une machine sur laquelle on a prévu la fin de vie de la machine dans 15 ans. Donc, quel type de matériaux? Est-ce que je peins mes plastiques ou je ne peins pas mes plastiques? Parce que si je ne les peins pas, ben, je vais pouvoir les broyer et les remettre dans le circuit. C'est comment je fais le montage et le démontage de ma machine. Je n'ai pas de vis dans ma machine, etc. On est vraiment dans une réflexion 2020, voire 2025. Là, hein. Ben, c'est-à-dire c'est une réflexion à très long terme. Parce qu'on se rend compte que quand on est dans cette politique à long terme ou d'économie circulaire, ben, la décision que j'ai prise il y a 5 ans, on sort les premières machines cette année, elles vont être garanties 5 ans, elles vont durer probablement 10 ans. J'ai 15 ans qui se passent entre la décision et l'amélioration du circuit productif et de la récupération des déchets. Jean-Pierre Blanc, un petit mot avant de passer la parole à Nathalie Loiseau, un petit mot aussi sur regarder la réalité en face, c'est pas regarder la mondialisation comme le grand Satan, et vous en avez l'exemple avec un centre de formation à l'agriculture biologique que vous avez monté au Mexique. Oui, ça c'est un autre sujet, un autre débat, mais j'ai trouvé donc dans une coopérative qui est au sud de Veracruz des techniques agricoles extrêmement intéressantes qui permettaient d'avoir des rendements en agriculture biologique supérieurs à ce que l'on pouvait faire avec des caféiers qui sont cultivés avec de l'engrais. Et donc cette réflexion, ce process, on a décidé de l'appuyer et j'ai créé donc un centre de formation avec l'Université de Veracruz. Et aujourd'hui, il est installé, il fonctionne et on fait de l'échange de savoir entre paysans des différents pays de la ceinture tropicale. Par exemple, là, ce mois-ci, des paysans du Laos vont partir au Mexique pour échanger le savoir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est écrit. Je veux dire, quand on parle d'agriculture biologique, on dit que ce n'est pas possible. Et nous, on se rend compte que quand on fouille dans le détail, eh bien, on trouve des expériences qui montrent que ça peut fonctionner et dont le consommateur est en attente. C'est-à-dire le consommateur, lui, aujourd'hui, est en demande de ce genre de produit. Je voudrais, Nathalie Loiseau, qu'on regarde ce que vous êtes en train de faire à l'ENA, qui n'est pas forcément su, et vous aimez bien ce terme décloisonner, vous en parliez tout à l'heure, et vous détonnez, avec 2 N ou avec un N d'ailleurs, par rapport à la politique que vous menez à l'ENA. On a toujours tendance à dire qu'il y a les énarques, hein, que c'est un peu clanique justement. Et là justement, c'est plus recruter des personnalités, des profils différents, faire un va-et-vient public-privé. Ça nous va bien, ça va bien aux entrepreneurs, ça? Ça va bien aussi, et d'abord au gouvernement, parce que je ne ferais pas ça autrement que si c'était ce qui m'avait été demandé, ou en tout cas ce qui avait été validé. Moi, j'ai commencé, quand je suis arrivée à l'ENA, j'avais beaucoup de chance de ne pas être ancienne élève, c'était avoir une vraie liberté. D'abord avoir choisi de diriger cette école, et puis pouvoir la regarder avec ses atouts, et il y en a beaucoup, et ce qui avait besoin d'évoluer. L'ENA avait besoin d'un coup de jeune. Une fois que j'ai fait ce tour d'horizon... Ce diagnostic, hein, comme disait Sophie Péder tout à l'heure. Oui, bien sûr. J'étais dans une situation un peu paradoxale en arrivant. L'ENA, c'est une PME, hein, on a 200 employés, mais j'ai 60 millions d'actionnaires. Tous les Français ont un avis sur l'ENA. Tous pensent savoir ce qu'il faut faire de l'ENA. La moitié veulent la supprimer. Il y a une partie... On a des messages là-dessus, d'ailleurs. Des anciens élèves qui pensent qu'il ne faut rien changer parce que de leur temps c'était bien. Simplement, les temps ont changé. Donc j'ai essayé de faire un état des lieux, de faire des propositions. La première chose qui m'a frappée, et ça m'a frappée parce que dans ma vie antérieure, j'avais déjà fait du recrutement, des ressources humaines, c'est quand on fait le concours d'entrée de l'ENA, il est en train d'avoir lieu, on recrute. On ne vérifie pas seulement des connaissances. On a généralement des jeunes extrêmement bien formés, puisque, on l'a dit tout à l'heure, un des atouts de la France, c'est quand même une formation extraordinaire. Donc la vérification des connaissances, si j'ose dire, c'est facile et c'est vite fait. Mais ce sont des jeunes à qui on va donner, au fur et à mesure de leur carrière, des responsabilités lourdes.
Donc il faut aussi s'assurer qu'ils ont le bon profil, qu'ils ont les aptitudes. Et vous élargissez les profils d'ailleurs. Et à partir de là, ça ne se fait pas comme un examen classique, ça se fait comme un processus de recrutement. Cette année, pour la première fois, au jury du concours d'entrée à l'ENA, il y a un DRH du secteur privé qui va aider le jury à dire, voilà, mon métier c'est DRH. Ça peut s'applaudir ça, hein, parce que c'est mon métier c'est DRH, je sais vous dire qu'est-ce qu'il y a comme aptitude derrière un profil qui se présente à nous. L'idée aussi, c'est quand il y a un entretien avec le jury, et ça c'est depuis maintenant plusieurs années, c'est pas s'assurer que quelqu'un sait réciter sa culture générale, même si c'est très important d'avoir de la culture générale pour comprendre dans quel contexte on inscrit une action publique, c'est savoir quelle est sa motivation, pourquoi il vient dans cette école, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il a comme talent. Moi, je voudrais qu'il y ait davantage de diversité de talents dans toutes les grandes écoles, partout. Parce qu'on a tous le même problème, à HEC, à Polytechnique, à l'ENA, partout. On sait très bien qu'aujourd'hui, ceux qui arrivent jusqu'à nous sont un peu trop souvent, non pas des gens qui viennent d'un milieu social privilégié, parce que ce n'est pas tout à fait exact. Alors c'est en train de changer. Hein. Mais qui viennent d'un milieu culturel privilégié, qui savaient ce qu'il fallait faire pour arriver jusqu'à nous. Et ça, c'est pas satisfaisant parce que ça veut dire qu'on se prive d'une partie des talents. À commencer par d'une partie des talents féminins, pardon de le dire, mais quand on sait qu'il y a 60% des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont des femmes, mais qu'on n'a pas la même proportion dans les grandes écoles, ça veut dire qu'on passe à côté de gens de talent. Et ça, on ne peut pas s'en satisfaire. La relation avec les entreprises, Nathalie Loiseau, on dit souvent que les énarques, c'est un peu des clones qui sont souvent dans les grands groupes, dans le CAC 40. Là aussi, vous êtes en train de faire changer les choses et regarder la réalité en face, justement? Alors d'abord, les énarques, ça, je n'y crois pas du tout que ce sont des clones. J'aurais eu absolument aucune envie d'aller diriger une fabrique de clones. Ce n'était pas le cas quand je suis arrivée et je n'ai, en 26 ans de carrière dans la fonction publique, jamais rencontré deux énarques qui se ressemblent. De même que quand on a fait HEC ou quand on a fait Polytechnique, ils se ressemblent peut-être pas, mais ils se rassemblent. Alors justement, les énarques, pour les ouvrir vers les ETI, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Alors, depuis des années, il y a des stages en entreprise à l'ENA. C'est indispensable pour que les élèves connaissent l'entreprise et puis aussi parfois pour que les entreprises commencent à savoir un petit peu ce que c'est qu'un élève de l'ENA. Simplement, c'est vrai que longtemps, il y a eu une tendance qu'on peut comprendre à privilégier les grandes entreprises du CAC 40 et puis les directions des affaires publiques. On se disait, les mettre en stage là, c'est plus facile, c'est plus intuitif. Moi, mon souhait, mon souci, et c'est un peu un appel que je lance ici, c'est qu'ils aillent voir autre chose, d'autres types d'entreprises. Et ce que j'entends depuis tout à l'heure me donne envie à la fois que mes élèves aillent auprès de vous, les uns et les autres, comprendre vos projets, vos attentes, vos contraintes aussi, et puis que vous puissiez voir ce que c'est que quelqu'un qui a passé un concours extrêmement sélectif, se lance dans une scolarité extraordinairement exigeante, avec comme ambition de servir l'intérêt général. Et que vous puissiez, eux et vous, dialoguer ensemble, mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est, avec l'aide des chefs d'entreprise, envoyer des élèves, pas seulement en région parisienne, pas seulement dans des grands groupes, au travers de toute la France, de cette multiplicité de talents, pour apprendre aux côtés des entreprises et pour s'en souvenir après quand ils sont dans la fonction publique. Oui, c'est vrai. On peut l'applaudir. Jean-Pierre Blanc, une réaction. Je dois dire que j'ai accueilli un stagiaire de l'ENA, donc j'avais une très mauvaise idée de l'ENA au départ, et j'avoue que ça m'a retourné parce que la personne était... c'est une transformation de carrière professionnelle, et vraiment, ça m'a apporté beaucoup, et ça a apporté beaucoup à l'entreprise. Par contre, c'est vrai que l'image qui reste de l'ENA, c'est principalement le pantouflage après les cabinets ministériels, dans les grands groupes ou les grandes banques, et je pense que c'est ça qui crée auprès des PME un certain reflux de l'énarque. Mais c'était une expérience très positive.
Geneviève Fioraso, Madame la Ministre, une réaction par rapport à tout ce qui se dit sur justement décloisonner, regarder la réalité en face et essayer d'avancer et d'aller plus loin et d'avoir une matière grise qui soit efficace pour les entreprises? Dans le projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, toutes les mesures visent à mettre davantage de fluidité et à décloisonner entre des systèmes qui sont encore beaucoup trop séparés, entre des disciplines qui sont trop séparées, mettre la formation tout au long de la vie au cœur des universités, faire en sorte qu'on ne soit plus dans un pays où à 55 ans, 56 ans, ça m'est arrivé récemment, on me demande quel est mon diplôme initial. On ne me demande pas quel a été mon parcours, on ne me demande pas où j'ai travaillé, ce que j'ai fait. Non, on me demande ma formation initiale. Alors j'estime que très français, ça, hein. Pour avoir travaillé assez tôt, comme pas mal de gens, je me définis mieux par ce que j'ai fait que par ma formation initiale. Je trouve que nous sommes un pays, vous me parliez de la projection dans l'avenir, nous sommes un pays qui doit être fier de son passé, le siècle des Lumières, le pays de la Renaissance, mais qui doit aussi ne pas avoir peur de son avenir dans un monde qui bouge. Oui, nous ne serons plus la 5e puissance mondiale en matière d'industrie dans quelques années parce que l'Inde, parce que même la Corée, parce que la Chine pourront passer devant nous. Mais pour autant, nous avons tout de même ce génie français. Nous avons cette réputation dans le monde d'être un pays accueillant à l'international, d'être un pays de culture, d'être un pays qui sait aussi manier le dialogue et le débat. Et je crois qu'il faut à la fois être fier de ce qu'on est et préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est aussi faire en sorte que les filles s'orientent davantage vers les carrières scientifiques, parce qu'aujourd'hui, si nous laissons faire la progression naturelle, sans intervention, et c'est pour ça que j'ai émis des quotas, si nous laissons faire la progression naturelle des filles dans les écoles d'ingénieurs, il faut attendre 2075 pour atteindre la parité. Et ça, c'est inacceptable, parce que les filles ont des résultats en bac scientifique supérieurs à ceux des garçons, mais elles se projettent culturellement, elles se projettent moins dans un avenir de réussite. Donc je crois qu'il faut être aussi volontariste dans ce domaine-là. Il faut être extrêmement volontariste. Et je souhaite que, puisque vous parliez de la France à 10 ou 20 ans, je souhaite que la France redevienne leader européen, puisse coopérer d'égal à égal avec l'Allemagne. Nous avons des atouts, la démographie, encore une fois, et des atouts en matière de meilleure valorisation de notre recherche en innovation que l'Allemagne sait davantage faire. Nous avons des atouts qui peuvent nous amener, nous aurons le même nombre d'habitants, nous allons dépasser l'Allemagne dans 15 ans en termes d'habitants, donc nous pourrons alors négocier d'égal à égal, faire un véritable socle franco-allemand, avoir une Europe plus forte et exister dans le monde. Travailler aussi, je m'arrêterai là, davantage avec l'Afrique. Très longtemps, l'Afrique a été vue comme le continent oublié, le continent qui s'enfonçait. Aujourd'hui, l'Afrique a 5 ou 6% de croissance par an, détient des matériaux rares, et si les Chinois sont si actifs en Afrique depuis une dizaine d'années, cherchez donc les raisons. Nous avons la chance d'avoir un lien culturel, historique, avec 900 millions d'Africains et de Maghrébins qui ont encore une culture francophone. Il nous faut être davantage actifs avec l'Afrique, aller en Afrique, développer l'économie, développer l'éducation avec l'Afrique, et l'Afrique sera sûrement un des leviers de notre croissance, ce qu'aucun économiste n'aurait imaginé il y a 5 ans. Et en conclusion, je voudrais vous dire de lire dans... Bon, je fais un peu de pub pour un hebdo, mais c'est pas grave. De lire dans l'Express l'interview d'une chercheure en économie, à l'école d'économie de Paris, et qui parle un peu du moral des Français, de la différence qu'il y a entre nos atouts, notre potentiel assez formidable, notre modèle original qui s'appuie sur l'innovation et le social et la solidarité. Et c'est ça l'originalité de notre modèle qu'il faut, je crois, pérenniser. Et puis la perception que l'on a de nos atouts. Et là, dans la perception qu'on a de nos atouts, qu'on a de notre bonheur, qu'on a de la qualité de notre vie, on est toujours tout en bas. Et l'explication qu'elle donne, je trouve, est assez intéressante. Donc je vous invite à le lire et à faire en sorte que nous arrivions enfin à faire coïncider notre potentiel avec un monde qui bouge autour de nous et auquel il faut absolument rester ouvert. Et la sensation est bien sûr compétitif, mais les termes d'excellence et de compétitivité ne sont pas absents du discours de la gauche. Moi, je les assume. Qui l'a dit ?
Moi. Très bien. Et la recherche, l'innovation. Quand je dis qu'il faut traduire davantage la connaissance en innovation, ça veut bien dire qu'il faut admettre que nous sommes dans un monde en compétition, qu'il faut jouer la compétition. Mais la compétition, ça ne veut pas dire tuer tout le monde. Ça veut dire savoir jouer de ses atouts et savoir être ouvert à l'international. Et tirer son épingle du jeu. Et tirer son épingle du jeu et créer des emplois. Alors voilà, ouvert vers l'international. Jean Charest, avant de passer aux questions-réponses, justement, on parle de mondialisation, d'ouverture sur le monde, de regarder la réalité en face à 360 degrés, j'allais dire. Mobilité, hein, vous accueillez beaucoup d'étudiants français à Québec et vous êtes content de les accueillir d'ailleurs. Très, très heureux de les accueillir. Et c'est intéressant d'écouter votre conversation sur les retraites, sur la démographie. Chez nous, au Québec, nous sommes 8 millions d'habitants. Le Canada, c'est 35 millions d'habitants. Nous dépendons beaucoup sur les marchés étrangers pour prospérer, mais nous en sommes très conscients. À défaut d'avoir accès au marché, nous ne pourrons pas maintenir notre niveau de vie. À cela s'accompagne une nouvelle réalité qui touche la mobilité de la main-d'œuvre et la formation dont vous avez beaucoup parlé. D'abord, un mot sur les retraites et la démographie. Il y a pour chacun d'entre nous une très bonne nouvelle. Nous allons tous vivre plus longtemps et en meilleure santé. Bravo! Alors, les politiques qui favorisent les retraites à 50 ans, 55 ans, 60 ans, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai l'intention de travailler jusqu'à 80, 90 ans. Et vous avez commencé en politique à 26 ans. Oui, et j'aime ce que je fais et pensons-y, ça n'a pas de sens, un système qui a été fait pour une autre époque, alors que nous allons tous vivre beaucoup plus longtemps. Que disait Maxime Hayes tout à l'heure. Il faut donc maintenant des politiques qui favorisent le maintien dans le marché du travail pour les personnes qui sont plus âgées. Et là, je choisis mes mots. En autre mot, il ne faut pas pénaliser celui ou celle qui choisit de rester dans le marché du travail. Il ne faut pas forcer les gens à rester. Il faut uniquement éviter de pénaliser celui ou celle qui... En termes très concrets, ça veut dire quoi? Si vous avez le droit à une rente de retraite et on vous la coupe en impôts parce que vous choisissez de travailler, non seulement vous pénalisez la personne, vous pénalisez votre pays parce que vous avez besoin de cette main-d'œuvre. Comme Sophie a mentionné il y a quelques instants, on a besoin de femmes dans le marché du travail, d'où la politique pour les crèches, pour le soutien au congé parental. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ces femmes dans le marché du travail pour maintenir notre productivité. Nous, au Québec, on a fait ceci. Et dans notre vision à nous de l'avenir, il faut que le Québec devienne un endroit où on est capable d'attirer les cerveaux et des talents de partout sur la planète. Alors, ce que nous faisons est contre-intuitif. Partout ailleurs, on referme sur le marché du travail, sur l'immigration. Nous, on fait le contraire. D'ailleurs, c'est avec la France que nous avons conclu une entente qui est probablement l'entente la plus avancée dans le monde sur la mobilité de la main-d'œuvre. Si vous êtes médecin en France, on vous reconnaît médecin au Québec. Ingénieur au Québec, ingénieur en France. Avocat, infirmière, plombier, travailleur social. L'idée, c'est de rendre le plus facile, le plus simple possible la mobilité entre la France et le Québec. Quid de l'immigration? Oui, et sur l'immigration, chez nous, c'est l'immigration choisie. D'ailleurs, ça nous, franchement, entre vous et nous, là, vous et moi, ça m'intrigue. À chaque fois qu'il y a un débat sur l'immigration choisie en France, les gens font de l'urticaire pour des raisons qui m'échappent. Il me semble que, et au Québec et au Canada, nous, on est un pays d'immigration. On choisit des gens de partout. Alors, il est, à mon avis, important d'avoir une immigration choisie. C'est dans l'ordre des choses, d'autant plus que vous avez une responsabilité pour celui que vous allez accueillir. Sur la main-d'œuvre et la France, il y a dans la relation entre la France et le Québec un renversement qui est intéressant. Autrefois, lorsqu'un étudiant québécois voulait étudier à l'étranger, il allait en France une fois sur deux. Moi, mon beau-père, qui était médecin chirurgien, décédé aujourd'hui, est venu faire sa spécialité à Paris dans les années 50. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et nous, on est 8 millions d'habitants. Nous accueillons à chaque année 7 000 étudiants français à qui nous offrons les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois, d'une part, et le gouvernement que je menais tout récemment a mis en place une politique où tous les étudiants étrangers qui choisissent de venir au Québec se font offrir au moment de la remise de leur diplôme
un certificat pour devenir citoyen canadien. Tous les étudiants sans exception. Pourquoi? Pensez-y. L'étudiant a choisi le Québec. Il a fait le choix de venir étudier chez nous. Il est en partie intégré. Il a passé 3 ou 4 ans chez nous. On n'a pas à se questionner sur sa formation et ses talents. C'est nous qui l'avons formé. Alors, pourquoi pas? Alors, l'objectif est le suivant, et je pense que la France devrait se fixer le même objectif. Les sociétés qui réussiront à l'avenir sont les sociétés capables d'attirer des talents. En passant, un mot sur les talents. Ce n'est pas uniquement ceux qui sont qualifiés, les professionnels et les artisans. Ça inclut la main-d'œuvre non qualifiée. Les États-Unis ne seraient pas capables de fonctionner économiquement s'ils n'avaient pas accès à la main-d'œuvre mexicaine qui est si contestée aux États-Unis. Illégale. Au Québec, nous accueillons depuis 30 ans 3 à 4 000 Mexicains par année pour venir travailler dans nos champs dans le secteur de l'agriculture. Alors, lorsqu'il s'agit d'attirer des talents, il faut les attirer à tous les niveaux. Et nous, on s'est fixé ça comme objectif parce que, qui disait tantôt, il n'y a pas un chercheur qui va passer toute sa vie dans le même laboratoire. La nouvelle réalité, la nouvelle économie fait en sorte que les gens vont circuler. Faites en sorte que la France soit une destination et vous allez construire une économie plus forte. Alors, on va justement faire la transition avec les questions-réponses. Jean Charest, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant. J'ai une question. Beaucoup d'étudiants français au Québec. Quelle différence et points communs entre leur système universitaire, c'est-à-dire le vôtre, et le nôtre? Le vôtre est très... D'abord, je le trouve très bon. Mes enfants ont étudié dans les lycées à Ottawa, le lycée Claudel. Ma fille aînée, moi, marié un Français, elle a complété son système, sa formation, elle a fait un bac français, puis elle est entrée immédiatement à McGill. D'ailleurs, son mari, qui est originaire d'Aix-en-Provence, est venu faire une maîtrise en droit bancaire à McGill, ce qui m'avait beaucoup intrigué. Je lui ai demandé pourquoi elle voulait fréquenter un gars qui faisait une maîtrise en droit bancaire. Il me semble que ça doit être assez ennuyant, merci. Mais ils sont mariés aujourd'hui, ils vont bien, c'est un homme merveilleux. Et vous avez, votre système d'éducation de base a une très bonne réputation. D'ailleurs, vous avez des lycées partout sur la planète qui sont fréquentés, qui sont en très forte demande. Et s'il y a une différence entre votre système et le nôtre, je dirais c'est ceci. Vous mettez beaucoup l'accent sur les enfants qui réussissent. Chez nous, c'est un peu différent, c'est un peu plus égalitaire. Chez vous, les enfants... C'est le droit à l'échec, hein, on en parlait tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est avec Maxime ou avec Sophie, mais approfondissez, Jean. Vous mettez, typiquement, dans toutes les familles québécoises ou canadiennes que j'ai connues, qui avaient 3 ou 4 enfants, c'est à peu près la même histoire à chaque fois. Sur les 3 enfants, il y en a un qui finit son bac, les 2 autres bifurquent et sortent du système, parce que le système français... je fais peut-être une erreur, mais l'impression que nous avons, ce que nous avons vécu, valorise beaucoup les enfants qui réussissent bien, donnent moins d'attention aux autres. Dans le système nord-américain, il y a davantage d'activités parascolaires aussi, sportives et culturelles. Alors, c'est différent. Cela étant dit, honnête, vous avez une main-d'œuvre hautement qualifiée, qui est reconnue partout sur la planète comme étant une main-d'œuvre de très haut niveau. Votre niveau de productivité est plus élevé en France qu'au Québec. Alors, à bien des égards. Alors, on n'a pas de morale à vous faire là-dessus. C'est comment organiser le marché du travail qui est votre défi. Comment faire en sorte qu'il soit le plus flexible possible et qu'il puisse donner le plus de rendement possible pour les individus d'abord et ensuite pour l'économie. Je voudrais qu'on revienne, Nathalie Loiseau, sur ce trou dans le CV, parfois, quand on fait autre chose. Jean Charest parlait d'élargir les horizons, justement. Et puis ces worst practices, parce qu'on parle toujours des best practices, mais quel est votre point de vue par rapport à tout ça? Moi, ce que Jean Charest disait, et je voulais justement réagir là-dessus, parce que c'est très vrai, on a un rapport un peu particulier avec l'échec en France. On n'a pas le droit d'échouer. On doit être parfait depuis la maternelle jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. La peur de l'échec, quelque part, ça conduit à la peur du risque. Parce que celui qui n'aura jamais rien essayé ne se fera jamais reprocher quoi que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a plus de trajectoire linéaire. Aujourd'hui, on peut aussi et on doit savoir apprendre de ses échecs et considérer que quelqu'un qui a fait quelque chose et ça n'a pas marché, il a forcément appris.
D'abord, il a osé, ensuite, il a appris. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la culture nord-américaine. C'est quelque chose qu'on trouve pas encore tout à fait assez, secteur public et secteur privé confondus, hein, dans un pays comme le nôtre. On a encore cette façon de voir les choses. Geneviève Fioraso le disait tout à l'heure, demander à quelqu'un de 55, de 60 ans quel diplôme il a eu, on ferait mieux de s'intéresser à ce qu'il a fait, ce qu'il en a fait ou ce qu'il a fait tout court. Il n'y a plus de parcours linéaire, il n'y a plus de trajectoire toute tracée, il n'y a plus d'œillères, il n'y a plus de chercheurs qui vont rester dans le même laboratoire toute leur vie, il n'y a plus de hauts fonctionnaires qui vont faire la même chose toute leur vie non plus. Tout à l'heure, on parlait du pantouflage. Moi, je ne suis pas choquée qu'il y ait des allers-retours entre le public et le privé. Parce que justement, jusqu'à maintenant, c'est parfois deux mondes qui se sont trop tournés le dos, alors que l'un des atouts de la France, on l'a dit, c'est ses infrastructures, c'est ses services, c'est-à-dire c'est des secteurs où justement le public et le privé ont plutôt bien travaillé ensemble et on aurait besoin de continuer. Les allers-retours, ça ne me choque pas. L'opportunisme qui consisterait à dire je fais l'ENA et je me précipite dans le privé derrière parce que j'ai eu en fait la seule grande école de France qui soit gratuite, ça non. Mais il y a une question là qui est un peu dérangeante évidemment. L'ENA prépare-t-elle ses candidats à la course mondiale ou parisienne? Alors là, c'est peut-être aussi la relation entre l'énarque, le haut fonctionnaire, et le politique. Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus de courage aussi? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, on est dans la course mondiale. On est une grande école en France, mais on est une grande école dans le monde. On ne forme pas seulement des hauts fonctionnaires français, on forme des élèves de 36 nationalités par an. On a des élèves chinois, des élèves japonais, des élèves canadiens, et pas seulement québécois. On a des élèves de partout qui deviennent ensuite des hauts fonctionnaires, des ministres, des parlementaires, des chefs d'entreprise dans leur pays d'origine et qui sont un formidable réseau d'influence pour la France. On a 3500 anciens élèves étrangers aujourd'hui à l'école et qui ont tous formidablement réussi dans leur pays d'origine. Et tous les ans, les étrangers se battent pour venir faire leur scolarité à l'ENA. Donc c'est intéressant en termes de capacité d'influence, c'est aussi intéressant en termes d'ouverture pour les élèves français qui font leur scolarité en même temps qu'eux. Course mondiale ou course parisienne, on ne les prépare pas à la course, on les prépare à servir. La devise de l'ENA, depuis 1945, c'est « servir sans s'asservir ». C'est une manière de répondre à votre question sur les politiques. Et puis, depuis l'année dernière et depuis la présidente du jury des concours d'entrée de l'an dernier, avec qui j'ai eu la chance de travailler, on a eu envie, elle et moi, de rajouter une troisième partie à cette devise, « servir sans s'asservir et sans se servir ». Alors, par rapport à l'enseignement, le savoir, la connaissance et le rayonnement français à l'étranger, Maxime Ayache et Geneviève Fioraso, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport justement à ce qui pourrait lever des freins qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas conscient de nos atouts, on a quand même des freins qui font que ça avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Vous, par rapport à ce que vous faites, quand on parle de simplifier, de réformer, de se réformer aussi dans l'enseignement et dans l'acquisition du savoir. Oui. On a beaucoup parlé de sujet d'éducation, forcément ça me ravit et ça m'enthousiasme. Si j'avais un rêve, je dirais, et c'est peut-être ce qui nous manque un peu, j'aimerais avoir, je reformulerais le vœu de me dire, j'aimerais avoir la meilleure éducation possible. J'aimerais que le système français soit le meilleur possible et qu'il soit, pas le meilleur possible, en fait le meilleur au monde, dans le système secondaire et dans le système universitaire. Je crois que c'est une ambition qu'on peut faire et on doit la faire, non pas uniquement, au moins avoir en rêve. Je voyais en se disant, on ne peut pas le faire tout seul, l'État ne peut pas le faire tout seul, l'université ne peut pas le faire tout seul, mais en fait on peut le faire en partenariat entre d'un côté les entreprises et d'un côté, je dirais, les entreprises privées et d'un côté l'État. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, et ça me frappe en écoutant les différents témoignages, je crois qu'il faut qu'on sorte du clivage entreprise-administration, entreprise-État. Je crois qu'aujourd'hui,
L'État doit nous accompagner. Nous, entrepreneurs, nous sommes les créateurs de richesse, nous sommes les créateurs de l'emploi, et on doit être accompagnés. Mais on doit être accompagnés dans des projets qui reflètent une vraie ambition collective. Quand je dis « ayons la meilleure éducation possible », oui, ça peut être un enjeu, ça peut être un choix, mais on peut aussi dire, on peut donner à notre objectif de dire « je veux avoir le meilleur système de santé au monde ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin d'avoir un rêve, on a besoin d'avoir une ambition forte, grande, qui soit une ambition qui soit partagée, et cette ambition ne peut s'accomplir que dans le cadre d'un partenariat, je dirais, entreprise-État. Et c'est à partir du moment où on a cette ambition qu'on commence à devenir très exigeant sur les structures qu'on a, parce qu'effectivement, ça peut se mettre en œuvre, que c'est effectivement on a les moyens de le faire. Voilà, en quelques mots, les réflexions que cela m'impose. Je suis très impressionné par les déclarations de M. Charest, par son pragmatisme. Oui, effectivement, quand on dit on fait venir les meilleurs étudiants et les meilleurs talents au Québec, je pense qu'on le fait aussi en France. J'aimerais que ce soit également une volonté marquée et qu'on fasse venir nous aussi les meilleurs étudiants chinois, les meilleurs étudiants américains, et qu'on leur vende un petit peu nos spécificités, nos qualités françaises pour que soit ils restent chez nous, soit qu'on les forme nous dans le cadre effectivement je vais parler pour ma paroisse, effectivement dans le cadre de nos métiers, donc c'est de l'activité supplémentaire, et puis surtout le jour où ils vont revenir dans leur pays, qu'on ait des relais d'affaires. Voilà les quelques réflexions. Oui, ce que disait Nathalie Loiseau. Donc ça veut dire quoi? On ne sait pas communiquer, on ne sait pas marketer notre label France, le branding, comme on dit, Sophie? Je crois qu'on fait beaucoup de choses. Je pense qu'on fait beaucoup de choses très bien, mais qu'il y a surtout aujourd'hui des domaines réservés. Je suis dans un secteur d'activité, je voyais plusieurs réflexions qui me concernent en me disant oui, Academia n'existerait pas si effectivement il n'y avait pas de problème à l'école. Ok, effectivement. Je crois simplement que on ne peut faire les choses quand le privé ne fera pas toute l'éducation d'enseignement supérieur. Moi, j'ai la vision d'aller chercher des étudiants étrangers pour les faire venir en France. Je ne le ferai pas tout seul, parce que c'est un projet qui s'inscrit dans une filière. Ce que je dis simplement, c'est qu'on n'a pas la culture on a la culture de la confrontation très violente entre, d'un côté, l'administration, l'État et les entreprises, avec chacun nos torts partagés. En revanche, on n'a pas encore, et je crois que c'est une obligation impérieuse d'y parvenir, on n'a pas encore la culture du partenariat. J'adorerais travailler avec Madame la ministre. Je lui ai dit, écoutez, Madame la ministre, j'ai identifié 2000 étudiants de top niveau en Chine. J'aimerais savoir comment je peux les faire venir en France. Qu'est-ce que vous m'aidez pour les faire venir en France, pour les former dans mes écoles? Effectivement, c'est mon activité. Et puis, je peux les amener dans les universités, dans quelques universités françaises. Ça, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aimerais faire. Je ne sais pas si on peut le faire. Demandez-lui. Je lui demande. Alors, on a déjà 30 000 étudiants chinois en France. C'est notre première communauté étudiante. Globalement, on a 300 000 étudiants étrangers en France. On était 3e mondial, au 3e rang mondial. On est maintenant au 5e rang mondial, mais parce que d'autres pays ont monté. Nous les accueillons de façon assez constante. L'objectif, c'est d'en accueillir davantage, et davantage qui viennent des pays émergents, en particulier, et c'est pourquoi j'ai introduit des cours dans une langue étrangère. Bon, sans être hypocrite, ce sera surtout l'anglais, à l'université, comme c'était déjà le cas dans dans la plupart d'ailleurs des grandes écoles et dans presque toutes les écoles commerciales. Je crois qu'on a une offre à simplifier, je ne dirais pas marketer, je dirais simplifier. On a 10 000 masters dans les écoles et dans les universités françaises. C'est délirant. Comment voulez-vous qu'un employeur, qu'une famille, qu'un étudiant, même français, a fortiori européen ou international, lise cette offre de formation? Simplification, c'est ce que disait Pierre Gattaz. La simplification, d'abord il y a une action ministérielle, et c'est la première que j'ai proposée. On a une action ministérielle menée par le Premier ministre, qui s'appelle la CIMAP, qui vise à simplifier l'administration. Parce que l'administration, elle est comme l'entreprise. Je crois qu'il faut qu'elle soit efficace, Réduire la dépense publique, ça ne veut pas dire réduire le service public. Ça veut dire mieux cibler ce qui relève du service public, avoir un service public qui soit modernisé, efficace, innovant et ouvert. Je pense que c'est l'objectif aussi d'une école comme l'ENA et de sa directrice, et je sais que nous partageons cet objectif. Alors, simplifier les formations, on y est allé de façon
avec une méthode de dialogue, mais avec une méthode aussi de fermeté, c'est-à-dire que nous allons diviser à peu près par 50, entre 50 et 60 le nombre de formations. L'idée, c'est de passer de 10 000 intitulés à 300 intitulés au maximum, sans sacrifier la qualité, mais en ayant le souci d'une offre lisible, visible, et qui attirera du coup davantage d'étudiants à l'international. Alors, pour l'adéquation, c'est un autre sujet, l'adéquation entre les formations et les jeunes que nous formons et les prérequis de la société, des entreprises, mais aussi des administrations, mais aussi des milieux sociaux. Là, il nous faut non seulement être en meilleure adéquation, mais également anticiper les besoins à venir. C'est ça aussi l'objectif, c'est d'anticiper les besoins à venir. Pour ça, nous voulons doubler l'alternance. Il y a des universités qui ont un taux de plus de 25% d'alternance. Comme par hasard, ces universités insèrent beaucoup mieux les étudiants et comme par hasard, dans ces écosystèmes, le chômage est moins élevé qu'ailleurs. Donc c'est ça qu'il nous faut davantage développer. Et je vais mettre en place, le comité Sup Emploi qui sera présidé par 2 présidences, une coprésidence, un homme, une femme. Je dirai les noms prochainement. J'ai l'accord de l'un d'entre eux et j'attends l'accord de l'une. Vous remarquerez que souvent les hommes disent oui tout de suite pour les prises de responsabilités, les femmes c'est plus compliqué, mais je veux absolument avoir un homme et une femme, donc j'attends qu'elles me disent oui. Et je crois que c'est extrêmement important, nous allons travailler ensemble, chefs d'entreprise, cadres d'entreprise, représentants des salariés, universitaires, chercheurs, ministères, pour anticiper et imaginer les formations de demain. Et je veux dire que dans les nouvelles universités, avec leur nouvelle organisation, eh bien, les personnalités extérieures et notamment les représentants des entreprises auront pour la première fois le droit de vote et le droit de vote pour désigner le président d'université. Je pense que c'est ça aussi l'ouverture à la culture, aux différentes cultures et l'ouverture à la société, aux écosystèmes que nous voulons pour nos universités. Et c'est une bonne nouvelle. On peut applaudir Geneviève Fioraso par rapport à ses bonnes intentions. On va conclure avec vous, Jean-Pierre. Je passerai la parole ensuite à Bertin, à Dominique et à Sophie. Une réaction déjà. Oui, j'ai juste une question par rapport au coût de la scolarité, puisqu'on sait très bien la difficulté de nos universités aujourd'hui et la difficulté qu'elles ont pour facturer aux étudiants étrangers le juste prix de l'éducation qu'on leur donne, puisqu'on a un système qui est financé par l'État. Et donc, est-ce que vous avez apporté des modifications par rapport à ce régime pour accueillir peut-être plus d'étudiants et rééquilibrer les budgets des universités? Alors très précisément, oui, mais c'est un peu technique comme réponse. C'est pas une réponse de posture ou idéologique. Avec les pays européens, nous ne pouvons pas donner des tarifs, des droits d'inscription différenciés. Avec les pays avec lesquels il y a une coopération bilatérale, et c'est le cas pour tous les pays d'Afrique et du Maghreb, qui constituent la moitié à peu près des étudiants que nous accueillons, nous ne pouvons pas non plus avoir des droits différenciés. Nous pouvons avoir des droits d'inscription différenciés avec les autres pays, avec le Canada par exemple, avec lequel nous avons des accords privilégiés, nous ne pouvons pas non plus avoir des droits différenciés. Donc nous pouvons avoir des droits différenciés en réalité avec une toute petite partie des étudiants, ce qui ne fera pas une grosse différence et les universités peuvent déjà le faire. Il y a un décret de 2002 qui le permet, sous réserve que leur conseil d'administration leur en donne le droit. Donc c'est déjà possible, mais encore une fois, ça ne peut concerner qu'une petite partie des étudiants. Alors, une conclusion, Bertin, déjà, par rapport à regarder la réalité en face. On a fait un tour d'horizon, brièvement, en quelques mots. Moi, ce que j'aurais envie de dire, pour reprendre un petit peu ce que disait Nathalie Loiseau précédemment, c'est que peut-être qu'il faut qu'on arrive à sortir de cette croyance que finalement l'enfer c'est les autres. On est tous responsables également, on a tous notre part de responsabilité. Et à partir de là, je crois qu'on peut continuer à tourner en rond autour des faiblesses de notre société. Et il faut être capable aussi de regarder les atouts, les nombreux atouts dont nous bénéficions, et puis essayons de se relever les manches et puis d'avancer. Voilà, relevons les manches. Osons. Dominique, c'est un peu ça aussi, c'est oser. On parlait de droit à l'erreur aussi tout à l'heure. Oui, je pense que c'est aussi peut-être lutter un peu contre pour moi des a priori
tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'on opposait en fait, le secteur public au service de l'intérêt général et les entreprises au service d'intérêt privé. Il se trouve qu'on sait aujourd'hui que si on veut donner du travail aux gens en France, il va falloir aussi que les chefs d'entreprise, ils assument aussi en fait leur mission d'intérêt général. Sur la formation des salariés, ils ont aussi une mission d'intérêt général. Donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer en disant finalement il y a des gens désintéressés dans le public et puis il y a des gens intéressés dans le privé, parce qu'on a tous besoin de travailler ensemble et la solution elle est collective. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a frappé dans ce débat, c'est qu'on a beaucoup parlé de savoir, mais on n'a pas beaucoup parlé de savoir-être ou de savoir-faire. Et il me semble que, même si j'ai pas beaucoup d'inquiétude pour les élèves d'HEC ou les élèves de l'ENA et leur avenir, je pense que la question c'est pour les 99,9% qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas été filtrés pour être HEC ou pour être à l'ENA, et en particulier pour les nombreuses personnes dont on a besoin, qui ont de l'or dans les mains, qui ont un savoir-faire manuel. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire pour la réhabilitation du savoir manuel. Je pense qu'il y a l'Allemagne, le succès de l'industrie en Allemagne, c'est aussi le succès de l'apprentissage. Moi, je suis ravi que la ministre ait parlé de l'alternance, parce que l'alternance, l'apprentissage sont des clés pour l'employabilité des jeunes, mais aussi des moins jeunes, et en particulier les savoir-faire manuels qui sont méprisés trop souvent en France, précisément par des gens qui ont fait des études intellectuelles. Merci à vous, Dominique. Sophie, on peut espérer que vous allez écrire un autre bouquin sur l'optimisme français, sur le courage des décisions à prendre. Oui, le potentiel français, c'est ça le sujet de cet après-midi, n'est-ce pas? On reconnaît tous qu'il y a un immense potentiel, mais qui n'est pas réalisé. Et si on pouvait simplement libérer cela, plutôt que de l'écraser, ça sera un très bon point de départ. Et sur cette idée d'ouverture de l'université française aux étrangers, qu'on ne peut que applaudir, et pas simplement parce que, à cause de l'enseignement de l'anglais, ce qui est évidemment une bonne chose. Je pense qu'une idée serait peut-être, dans cet esprit d'ouverture, de recruter Jean Charest au gouvernement français avec toute cette expérience. Alors, merci Sophie. Alors, Jean, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin, parce que justement, il y a eu une question qui est revenu sous différentes formes, mais je vais essayer de la résumer. Monsieur Charest, faites-nous rêver. Et puis il est vrai, Sophie, nul n'est prophète dans son pays. Hein? Mais on voudrait imaginer un pays, rêver un pays, et dans l'idéal de plusieurs personnes sur la planète, la France est très près du rêve idéal, vous savez. J'arrive de la Chine, j'ai été 3 semaines à Hong Kong pour déménager notre fille aînée. Au centre d'achat où nous étions, il y avait une grande exposition sur la France, il y avait une maquette de la Tour Eiffel, les Chinois à Hong Kong allaient se faire photographier. On voudrait imaginer un pays. Est-ce qu'il y a un pays qui est plus merveilleux que la France, sauf le Québec, évidemment, mais Canada? Vous avez un pays qui est merveilleux. Les Québécois et les Canadiens connaissent bien le peuple français et on vous aime beaucoup et on connaît vos qualités et vos défauts. On aime même votre accent. Et alors, permettez-vous, oui, de prendre les bonnes décisions. On a le sentiment de l'heure est venue. Prenez les bonnes décisions. Mais en même temps, il faut rêver. Faites rêver les Français. Et vous allez continuer à inspirer tous les autres citoyens de la planète. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup, Jean Charest. Merci à Maxime Ayache, Jean-Pierre Blanc, Geneviève Forazo, Nathalie Loiseau, Bertin Nahum, Sophie Péder et Dominique Sceaux. Merci à vous d'avoir été avec nous cet après-midi pour cette table ronde. Regardez droit devant vous, n'oubliez pas, le président Gattaz en parlait tout à l'heure, cet espace France 2020 pour y déposer vos idées. Bonne soirée, merci. Rendez-vous dans l'attente 2020, faire gagner la France. Merci. Ah là, ici, c'est ici ?